C'est ici que quelqu'un a demandé une histoire de combat, des pouvoirs magiques, des monstres fous et un protagoniste surpuissant. Alors prends ça. Aujourd'hui, je ne vais même pas te donner de spoiler. Ok? Pour ne pas gâcher l'expérience. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de laisser plein de commentaires. D'accord? Alors, on y va, les amis. C'est la fin. C'est l'attaque finale. Je vais mettre fin à ta vie et avec elle à toute l'humanité. Quand tu tomberas, Léon Clay, le grand héros, tout sera à moi. Prends tout. Ma grande attaque finale, Léon. Non. Je ne perdrai jamais. Je ne peux pas tomber face à ce monde et le laisser entre tes mains. Grand roi démon Belphare, aujourd'hui tu vas connaître ta fin. Je vais concentrer tout mon mana pour te vaincre en un seul coup. Avancer grands cristaux de glace du nord. Transpercer ce démon maléfique. Non. Non. Comment cette attaque a-t-elle pu me transpercer? Impossible. Léon Clyde, regarde-moi de près. Ne pense pas que c'est la fin. Non, Belphare. Tes menaces ne me font plus peur car je t'ai enfin vaincu. Et ainsi, notre histoire commence avec le retour de la paix dans le monde après que le grand mage Léon Clyde ait vaincu le grand démon Belphare. C'est comme ça qu'il voulait l'imaginer. Alors, allons dans un orphelinat. Là, les enfants ont rapidement couru vers leur grand frère, et il les a également vus se précipiter vers lui, surtout une petite fille tenant un ours en peluche dans ses mains. Et elle était très inquiète pour son frère. Après tout, de nombreuses rumeurs s'étaient répandues à travers le monde, mais il lui a dit que tout allait bien en lui tapotant doucement la tête. Se dirigeant vers le château royal, la haute noblesse attendait le retour de Léon. Notre protagoniste s'agenouilla en remerciant le prince Shark. En arrière-plan, une voix disait que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu sa voix. C'était la princesse Sarah, et elle regardait le grand héros avec des yeux éblouis. Léon a également montré son respect en lui embrassant la main. Shark a même plaisanté en disant que lorsque Sarah a entendu que le grand héros arrivait, elle s'est rapidement préparée. Mais en changeant de sujet, Léon a demandé « Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?» Et la famille royale l'a informé qu'il y avait encore une grotte pleine de monstres qu'il devait vaincre. Cela a choqué Léon. Après tout, il avait déjà vaincu le grand roi démon. Shark ne comprenait pas non plus. Mais après avoir enquêté sur la grotte, il a signalé qu'elle était remplie de ces monstres. Alors Léon devait y aller aussi. Mais l'important était que puisqu'ils envoyaient Léon, il savait qu'il reviendrait en toute sécurité et éliminerait tous les ennemis. Après tout, c'est lui qui a vaincu le roi démon. Il était donc capable de tout, et Léon voulait le faire. Après tout, l'orphelinat avait besoin de lui. Il devait se battre pour l'avenir et pour le foyer des enfants. Alors il s'inclina simplement par respect et dit qu'il accepterait la mission. Il a même dit qu'une fois l'enquête terminée et son retour, il pourrait épouser la grande princesse Sarah, et elle est devenue complètement troublée. Eh bien, le protagoniste aimait l'idée. Après tout, épouser une princesse semblait être le chemin d'un héros, puis tout le monde dans la pièce s'est mis à rire bruyamment, à l'exception du prince Shark, qui a laissé échapper un rire sinistre. Et le roi les a juste informés que son fils emmènerait Léon à la grotte le lendemain. Alors passons au lendemain. Dans une calèche, Shark arriva là avec 2 autres gardes et était heureux de travailler avec le grand héros de la nation. Léon dit la même chose, que c'était un grand honneur de travailler avec le prince et ils se sont salués. Puis ils se sont dirigés vers une grande grotte à proximité et le prince a pointé à l'intérieur. Léon dit de procéder avec prudence. Il ne devrait pas entrer imprudemment. Et à l'intérieur, il y avait vraiment une aura sombre avec du miasme dérivant partout, et le protagoniste a ressenti quelque chose de très étrange à l'intérieur. Puis il dit au prince de faire attention car quelque chose approchait. Mais à ce moment-là, la poitrine du héros fut transpercée par une épée. Cette même épée était recouverte d'un poison assez fort pour le faire tomber à genoux. Puis il se tourna et demanda ce que le prince prévoyait de faire. Shark dit qu'il l'exécutait. Après tout, il voulait être le prochain roi, et Léon le maudit. Après tout, il n'avait aucun intérêt politique. Il voulait seulement protéger les enfants du futur. Et Shark se mit à rire de plus en plus fort, résonnant dans toute la grotte. Il jeta un objet en disant que les enfants étaient vraiment très importants pour le grand héros, et cet objet était le même ours en peluche que la petite fille tenait au début. Shark dit qu'il avait mis le feu à cet orphelinat la nuit précédente, ce qui signifie qu'il avait détruit la dernière chose à laquelle le grand héros tenait dans ce monde. Et il a même marché sur l'ours en peluche avec un regard mauvais, demandant ce que Léon avait d'autre pour le maintenir lié à ce monde. Et le protagoniste fut complètement horrifié en entendant tout cela. Puis il hurla en maudissant le prince avec de nombreux mots indécents. Cependant, son corps était immobilisé par le poison, et le prince l'a jeté dans un trou, remerciant le grand héros du monde pour ses services alors qu'il le regardait tomber dans l'abîme. Et le protagoniste fixait simplement l'homme avec une haine pure dans les yeux. Mais Léon a commencé à entendre le bruit de l'eau, puis a levé les yeux et s'est réveillé à nouveau. Il semblait qu'il n'avait pas encore succombé. Il ne comprenait pas comment, mais il était toujours vivant, parfaitement bien dans une piscine d'eau. Et il se souvenait du visage de ce prince maudit à nouveau rempli de rage, parce qu'il ne lui pardonnerait jamais. Puis il a commencé à sortir de la piscine. Tout d'abord, je dois trouver un moyen de sortir de cette grotte pour écraser cet être méprisable. Mais il a été surpris parce qu'une aura approchait.
C'était un monstre avec une énergie très sombre, qu'il ne reconnaissait pas. Alors il a commencé à conjurer une boule de feu, puis il l'a lancée sur la bête, provoquant une explosion et secouant la grotte. Le protagoniste n'était pas d'humeur au mot. Il a affronté ce monstre avec un profond ressentiment et quelque chose apparaissait devant lui, une aura étrange. Il ne comprenait pas ce qu'était l'écran devant lui, mais il disait qu'il devait vaincre 1 million d'ennemis. Il a même essayé de toucher la chose en pensant que c'était une sorte de magie ancienne, mais il n'y avait pas de temps à perdre car un autre monstre est apparu derrière lui et une autre boule de feu a frappé son visage. Le compteur du système est passé à 2. Il semblait que les chiffres augmentaient chaque fois qu'il battait l'un de ces monstres infernaux, mais il a simplement ignoré l'existence de la chose parce qu'il devait trouver un moyen de sortir. Et pas beaucoup de mètres plus loin, il a trouvé plusieurs corps. Ils semblaient tous être des héros. Tous étaient des personnes qui avaient disparu du royaume. Léon s'est agenouillé par respect devant tous ceux qui étaient tombés dans cette grotte. Il s'est mis en colère à nouveau parce que tout cela devait avoir été fait par ce prince maudit. Et pendant qu'il cherchait, une journée entière s'est écoulée alors qu'il continuait à se battre et à vaincre de nombreux ennemis qu'il n'avait jamais vus auparavant. Une année entière s'est écoulée et il ne pouvait toujours pas trouver la sortie. Beaucoup de choses se sont passées pendant les batailles. Il a même été mordu par une bête, mais sa colère et sa soif de vengeance contre ce prince ne se sont jamais estompées. Puis après une autre longue période, des monstres. Il a même appris de nouveaux sorts avec de grands effets. Il ne comprenait pas d'où venait ce pouvoir, mais il en avait besoin pour vaincre ses ennemis là-bas. Puis 10 ans se sont écoulés dans cet univers. Léon n'avait plus cette étincelle dans les yeux, et il était maintenant entouré de magie noire. Et finalement, il a atteint la marque de 1 million d'ennemis vaincus. Le système l'a félicité car il avait terminé la grande mission secrète, et une voix est apparue dans la tête du protagoniste lui demandant de vaincre une certaine personne. Puis une lumière s'est ouverte devant lui. C'était une porte dorée gigantesque remplie de magie divine. La lumière était si brillante que notre protagoniste pouvait à peine voir. Il se demandait ce qui se passait. Puis il a été jeté une fois de plus dans une piscine d'eau et a lentement commencé à ouvrir les yeux, fixant son reflet et demandant ce qui s'était passé. Puis il s'est retourné et a vu un grand bâtiment juste là, n'ayant aucune idée de l'endroit où il se trouvait à ce moment-là. Mais une voix s'est moquée de lui en disant qu'il était toujours conscient et l'a appelé Kuro, disant qu'il allait le tabasser encore plus. Le protagoniste était complètement perdu, demandant qui ils étaient et qui était Kuro, mais le garçon aux cheveux roux devant s'est mis en colère, pensant qu'il faisait semblant d'être stupide. Puis il a attrapé la tête du protagoniste et l'a poussé sous l'eau, disant qu'il devrait dormir un peu plus longtemps. Léon ne comprenait rien, mais maintenant ses yeux étaient perçants. Et sous l'eau, il a utilisé son attribut pour augmenter sa force, faisant complètement exploser cette petite fontaine et envoyant tout le monde voler, y compris le rouquin. Et le rouquin se demandait ce qui se passait, comment ce garçon était si puissant, et comment il avait un regard si perçant, mais le rouquin n'a pas réagi, appelant plutôt ses compagnons à s'enfuir de là. Une voix a résonné dans son esprit, disant qu'elle était surprise qu'il puisse utiliser autant de puissance même en étant réprimé, et une petite orbe violette est apparue à côté de lui et s'est simplement envolée en lui disant de la suivre. Et le protagoniste l'a poursuivi même s'il trouvait cela extrêmement suspect, mais elle lui a dit qu'ils étaient maintenant sur le bon chemin, et un grand éclair de lumière est apparu devant lui, et une humble est sortie de cette lumière. Pourquoi est-ce toujours une humble? Cette fille a embrassé le grand héros Léon en disant qu'ils s'étaient enfin rencontrés, mais il n'avait aucune idée de ce qu'était cette chose, la soulevant simplement par les épaules. Et l'humble s'est excusée en disant que son nom était Luna, une messagère des dieux. C'était assez simple à expliquer, même si un peu étrange. Elle était un guide pour les morts, et le protagoniste a été complètement choqué d'entendre cela. C'était parce que Léon avait traversé de l'autre côté, et grâce à la puissance des déesses, il était venu dans un monde complètement différent. Et clairement, notre garçon était complètement choqué et horrifié d'entendre tout cela, et Luna s'est excusée. Il était peut-être trop confus et précipité de l'expliquer de cette façon, mais une chose que le protagoniste ne comprenait pas était pourquoi ce dieu l'avait envoyé dans un nouveau monde. Et alors qu'elle était sur le point d'expliquer, un grand pilier est apparu à côté d'eux, et toute cette puissance a complètement stupéfié le protagoniste car une porte gigantesque est apparue à côté d'eux. Luna les a remerciés en disant que c'était le timing le plus parfait et a tendu sa main à notre protagoniste. Eh bien, n'en ayant aucune idée, il l'a simplement accepté. Et en traversant cette porte gigantesque, sa bouche s'est ouverte car il connaissait cet endroit, il connaissait le paysage, et il connaissait aussi ce monstre car c'était un subordonné du grand roi démon Belphar. C'était un ennemi redoutable qui avait une barrière magique extrêmement puissante. À l'origine, il avait fallu 3 jours pour le vaincre dans le monde original, et Luna lui a dit que s'il utilisait cette magie, ce serait facile, et il s'est souvenu de l'attribut sombre qu'il avait acquis dans cette grotte. Pendant ce temps, ce dinosaure gigantesque chargeait vers notre garçon. À ce moment-là, tout autour du protagoniste s'est transformé en ténèbres avec son nouveau pouvoir. Il a levé les mains, et ce pouvoir a fait froid dans le dos du monstre. Il a utilisé la magie de la dépravation des bénédictions et ce bouclier de puissance a été complètement brisé. Après avoir brisé cette barrière, il a utilisé son pouvoir directement sur le sol.
Il a levé les mains pour manipuler toute cette aura sombre, puis des griffes noires acérées comme des rasoirs ont transpercé le dinosaure, et le monstre qu'il avait mis 3 jours à vaincre dans sa vie antérieure a maintenant été vaincu en moins de 30 secondes. Luna a sauté de joie en célébrant, et le protagoniste a réalisé que cette magie était extrêmement puissante. Il ne s'attendait jamais à vaincre un monstre de ce niveau avec si peu d'efforts, et c'était exactement ce que Luna attendait après leur sortie d'une porte. Et elle a continué à sourire joyeusement, mais Léon l'a regardée en disant qu'elle cachait beaucoup, mais il a compris une chose, c'est que le roi démon allait probablement venir dans ce monde. C'était exactement ce que Luna voulait lui dire car cette porte était l'œuvre du roi démon. Et le monde dans lequel il se trouvait pourrait facilement être détruit par les monstres du roi démon. Et c'est pourquoi Luna guidait notre protagoniste dans ce nouveau monde. Mais il doutait encore d'une chose, qu'était Balfour. Jusqu'à ce qu'il remarque, non loin de là, une sorte de drapeau sur un mât, et il se souvint du même symbole qu'il avait vu sur la main de Shark. Il se demandait si par hasard ce salaud était aussi dans ce monde, puis il a commencé à trembler de rage alors que Luna le remarquait. Mais elle a également vu quelqu'un approcher et a complètement disparu sous un manteau de ténèbres. Et des pas se sont fait entendre juste derrière, et une personne a interpellé notre protagoniste en lui demandant s'il avait un moment. Et alors qu'elle regardait autour d'elle, elle a demandé si par hasard une porte était apparue à proximité. Luna a parlé dans l'esprit du protagoniste, lui disant de dire qu'il n'avait rien vu et de faire l'idiot. De cette façon, il a répondu non. Et la fille trouvait étrange d'avoir senti quelque chose venir, mais a fini par remarquer qui était notre protagoniste, et a demandé si par hasard il était ce garçon que les délinquants embêtaient toujours. Il s'inclina simplement en demandant pardon. Elle a essayé de les arrêter, mais n'a pas pu le faire. Et notre grand gaillard aimait qu'elle soit très sincère dans ses opinions. Elle avait l'air d'être une bonne fille. Quoi qu'il en soit, quand il n'y avait pas de portail en vue, il devrait retourner au dortoir. Luna aimait aussi beaucoup cette fille parce qu'elle pouvait sentir un portail venir de là. Et de plus, elle était très belle, alors elle était amoureuse d'elle. Elle pourrait devenir un personnage secondaire comme dans les animés. De cette façon, allons au dortoir des étudiants. Et dans la chambre du protagoniste, il y avait plusieurs petits mots lui disant d'aller se battre. Et quand il a regardé autour de lui, il a semblé que les idiots avaient fait ça. Maintenant, il comprenait pourquoi cette fille avait dit qu'elle avait essayé d'arrêter les brutes, mais n'avait pas pu. Et à l'intérieur de la pièce, Luna se plaignait de qui aurait l'audace d'écrire des mots aussi vulgaires à l'extérieur de la pièce. Et le protagoniste a demandé, qui était ce garçon appelé Kuro? Et pendant qu'il était assis sur le lit, il a également demandé ce qui se passait avec cette école. Après tout, le drapeau qui était à l'extérieur était exactement le même symbole que celui sur Shark. Mais Luna ne savait pas comment répondre à cela. Après tout, elle n'était pas un être omnipotent ou omniscient. En fait, elle a juste reçu des informations superficielles pour pouvoir guider notre protagoniste dans l'histoire. Et notre grand gaillard savait qu'il devait mieux enquêter sur tout cela, mais si cette école était impliquée dans quelque chose de Shark, il ne le laisserait pas s'en aller si librement. Le lendemain matin, il est allé chercher une petite paire de ciseaux devant le miroir, et Luna prie pour qu'il ait vraiment de bonnes compétences. Initialement, le protagoniste agirait comme le Kuro original, puis a quitté le dortoir pour aller en classe. Tout le monde regardait parce que son style avait beaucoup changé avec juste cette coupe de cheveux, et peu de choses ont traversé l'esprit de notre protagoniste pendant qu'il était en classe. Il y a de nombreuses années, ces portails spéciaux ont commencé à apparaître dans le monde. À cette même époque, des personnes avec des pouvoirs ont également été créées, et à partir de là, elles ont combattu les monstres de ces portails. À l'intérieur, ils ont découvert plusieurs artefacts et reliques extrêmement précieux. Les personnes qui entraient dans les portails étaient appelées des chercheurs, et maintenant ils fréquentaient l'Académie du Saint-Empire pour devenir un chercheur. Nos garçons ont commencé à regarder à l'extérieur de la classe. Il y avait Izumi qui s'entraînait, la présidente du conseil étudiant, et elle semblait être extrêmement douée avec la magie. Puis dans le couloir, il avait encore besoin d'enquêter davantage sur cette école jusqu'à ce qu'il soit approché par une personne qui était ce même délinquant d'hier avec 2 camarades assez laids. Il disait qu'il allait beaucoup intimider notre protagoniste, mais Léon ne comprenait pas tout à fait ce qu'il voulait dire par là. Et le gars s'est mis encore plus en colère parce que Kuro faisait semblant d'être stupide et a dit qu'il devenait assez arrogant alors que juste derrière la présidente du conseil apparaissait. Le délinquant a juste commencé à former une magie de la terre dans ses mains, mais Izumi a pointé sa main en disant qu'il devrait s'arrêter. Cependant, il ne s'est pas arrêté un instant et a invoqué le marteau de pierre. Le protagoniste a juste montré que ce type était très idiot. De cette façon, il a utilisé son attribut de ténèbres. Et pendant que cette attaque arrivait dans sa direction, il a utilisé les ombres dévorantes pour absorber toute cette attaque. Et cet énorme rocher a commencé à être complètement absorbé dans les ombres, puis a disparu de nulle part. Tous ceux qui ont regardé cela étaient complètement horrifiés, et le protagoniste a juste dit qu'il était hors du temps et a commencé à partir de là. Et Azumi a également regardé cela sans pouvoir montrer aucune réaction. Puis après l'école, notre grand gaillard lisait une lettre de défi de ce roux agaçant et a dit qu'il répondrait à cette lettre. Après tout, il pourrait réduire le nombre d'incidents à l'avenir.
Et Luna a dit qu'il devrait y aller et donner une bonne raclée à ce délinquant, afin qu'il apprenne à ne plus jamais s'en prendre au protagoniste d'une histoire. De cette façon, allons dans une arène qui était juste derrière l'académie. Et le roux a demandé ce qu'il avait fait plus tôt pour que sa magie disparaisse. Mais de toute façon, il a juste levé la main en disant qu'il allait donner une bonne leçon maintenant. Il a accepté ce duel, mais a dit qu'il ne devrait plus l'embêter s'il gagnait. Et le roux a commencé à rire très fort, après tout, cela n'arriverait jamais. Léon a levé la main dans un geste appelant le gars pour un face-à-face, et le roux s'est mis encore plus en colère en disant que maintenant il allait le détruire complètement. Mais clairement, la bataille n'était pas un contre un. Les deux autres délinquants se sont précipités vers le protagoniste, chacun avec un type d'attribut différent entourant notre protagoniste, et le roux a crié que ce ne serait jamais un duel équitable. Après tout, il n'était qu'un gamin, et ce n'est pas comme si Léon s'attendait à un combat équitable contre ce type. Puis il a levé les deux mains vers ces deux délinquants en utilisant le miroir de la négation. Et à ce même moment, c'était comme si ces magies étaient renvoyées à leurs attaquants, et les deux gars ont fini par voler de chaque côté de l'arène. Et le roux a ouvert la bouche en demandant ce qui se passait pour avoir perdu, mais ce genre de piège sournois il en avait déjà traversé beaucoup et il ne prévoyait de pardonner à personne qui l'attaquerait de manière lâche. Alors que dans ses mains, ces flammes de ténèbres se répandaient. Le roux tremblait parce qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à ce garçon, surtout parce que la magie qu'il utilisait ne faisait pas partie des 4 éléments de base. Puis il a demandé comment ce Kuro inutile pouvait utiliser la magie, mais il était complètement horrifié par l'aura du protagoniste parce qu'il a répondu qu'il ne donnerait aucune explication à un vaurien qui ne comprendrait rien à la magie. Et le roux a levé la main en invoquant la magie du feu. Mais avant même qu'il ne puisse frapper, le protagoniste l'a simplement effleuré, touchant légèrement son épaule, et cela seul a suffi pour que le roux perde complètement ses forces. Il ne pouvait pas le croire, mais sa conscience s'estompait. Puis il s'est effondré au sol complètement impuissant, et Luna a loué ce pouvoir. Après tout, l'attribut sombre pouvait aussi drainer le mana des autres et le protagoniste était satisfait. Après tout, ces gars ne l'embêteraient plus. Mais soudain, ils ont commencé à entendre un bruit fort tout autour. C'étaient les sirènes signalant qu'une alerte d'évacuation avait commencé parce que ce portail avait un niveau de magie extrêmement élevé. À l'académie, tous les étudiants couraient pendant que la présidente les guidait. L'un des professeurs a arrêté Izumi en disant qu'elle devrait partir également. Après tout, le chef de l'académie a déclaré que ce portail était de catégorie rouge, et Izumi a seulement regardé en arrière profondément en disant qu'il y a longtemps, un portail rouge est apparu dans son quartier et a complètement détruit la zone. Et c'est exactement pourquoi elle s'entraîne dans cette académie pour gérer des situations comme celle-ci. Alors elle vaincrait elle-même ce portail rouge, et devant lui, plusieurs monstres émergeaient déjà. Et je me demande à quoi servent même les sirènes si les étudiants sont toujours là. N'est-ce pas? Ils ont essayé de combattre ces monstres avec leur magie, mais c'était des sorts de personnages de fond, donc évidemment, ils n'ont pas fonctionné. Et les petits loups chargeaient vers les étudiants à proximité, mais des pieux de glace étaient enfoncés dans ces monstres. Et juste derrière eux est apparu Azumi, et tout le monde s'est senti beaucoup plus en sécurité quand la présidente du conseil étudiant était là pour les aider. Elle a demandé si les autres étudiants allaient bien, et si oui, ils devraient sortir de là immédiatement. Elle savait que cet endroit serait terrible pour se battre. Après tout, ils étaient proches de la ville, il fallait donc vaincre ce portail au plus vite. Et elle faisait face à cette porte monumentale faite de mana. Léon regardait de loin cette fille entrer dans un portail rouge et demanda à Luna ce qu'il devait faire pour fermer un de ces portails. Et Luna répondit qu'il devait vaincre le monstre contrôlant le portail de l'intérieur. Ces mêmes créatures étaient aussi connues sous le nom de boss. Mais Luna l'avertit de faire attention, car même s'il possédait la magie noire, elle consommait beaucoup de mana. Mais le protagoniste se contenta de regarder droit devant lui en disant que ses actions n'étaient dictées par personne d'autre, mais qu'il ne pouvait ignorer une situation où une catastrophe était sur le point de se produire. Et Luna vit le poing de notre garçon se serrer fortement à ce moment-là. Elle sourit légèrement, sachant que c'était exactement la personnalité de Léon. Ainsi, notre garçon sauta simplement vers ce portail et à l'intérieur, Izumi se battait contre plusieurs monstres. Et c'était exactement ce à quoi elle s'attendait de la part de monstres de niveau rouge. Ils étaient très forts et juste derrière elle, une créature géante ressemblant à un serpent arrivait. Elle ne pourrait pas l'esquiver et ses yeux s'écarquillèrent de choc. Mais à ce même moment, plusieurs pointes sombres transpercèrent cet énorme monstre. Et Izumi était complètement terrifiée de voir autant de puissance libérée d'un coup, mais elle comprit quand elle regarda en arrière. C'était notre protagoniste qui arrivait. La scène était d'une autorité écrasante et son seul regard faisait trembler tout le monde de peur. Elle reconnut Kuro et alla lui demander ce qu'il faisait là. En fait, elle le remercia d'abord de l'avoir sauvé de toute cette situation, et le protagoniste dit simplement qu'il sentait qu'elle avait besoin d'aide. Mais elle demanda quand même quel genre de pouvoir c'était, elle n'en avait jamais vu auparavant. Mais au lieu de répondre à cela, il se retourna et dit que maintenant il devrait donner la priorité à la fermeture de cette porte. Alors elle accepta et ils commencèrent à se déplacer dans ces cavernes sombres. Et Azumi avait déjà entendu parler de Kuro, pendant les batailles de l'académie, il avait terminé à la dernière place.
C'est exactement pourquoi il était appelé un loser et tout le monde le défiait. Ensuite, ils commencèrent à courir plus profondément dans la grotte pour trouver le boss. Et plus ils s'enfonçaient, plus les monstres devenaient grands et forts. J'ai utilisé beaucoup de magie d'eau et de glace et j'ai réussi à arrêter les monstres en créant un cyclone d'eau qui les a tous piégés à l'intérieur. De cette façon, ils n'ont pas perdu de temps à combattre des monstres plus petits. Et le protagoniste vit pourquoi elle était appelée la meilleure de l'académie. Pas beaucoup de mètres plus loin, le sol commença à trembler et un golem géant avec un seul œil en sortit. Et sans aucun signe de salutation, il lança simplement un coup de poing vers le protagoniste qui réussit à l'esquiver. Léon pointa sa main en utilisant à nouveau l'attribut sombre et créa cette même pointe acérée de ténèbres qui transperça le golem. Et Azumi regarda tout cela, elle resta horrifiée. Après tout, ce type pouvait détruire ces monstres d'un seul coup. C'était comme s'il savait comment exploiter les faiblesses des monstres, mais en même temps, cette magie unique était très puissante. C'était comme s'il était un vétéran à la fois en magie pratique et en combat réel. Non loin de là, ils réussirent à voir une entrée dans la grotte. Entrée ou sortie? Sortie ou entrée parce qu'ils étaient déjà à l'intérieur de la grotte. S'ils entrent, ils sortiront. S'ils sortent, ils entreront. Je vois. Mais le plus important était qu'ils étaient prêts à combattre le boss, et tous les deux entrèrent dans cet endroit. Et au fond, un gigantesque dragon rouge les attendait. Ce même dragon regarda directement les deux protagonistes, et Izumi trembla initialement parce que c'était un dragon de lave. Le protagoniste connaissait ce monstre. Il en avait combattu plusieurs dans sa vie passée, alors il lui dit de se préparer car cela commencerait par une attaque de souffle, et en effet ce dragon déchaîna une explosion de feu vers eux deux. Ce même souffle a complètement fait exploser la zone où il se trouvait. Juste après, la queue est tombée violemment et a presque touché Izumi, détruisant tout l'endroit où elle se trouvait également. Elle a seulement imité les mouvements que Kuro lui avait dit et cela a fonctionné. Puis elle utilisa la lance de glace vers le dragon, mais sa magie fut complètement brisée par la chaleur de ce monstre. Il semblait que sa magie de glace n'était pas efficace contre le monstre Tefogo, mais le protagoniste était déjà sur le flanc de cette créature canalisant également son pouvoir. Et plusieurs griffes d'ombre extrêmement acérées sont sorties du sol. Le dragon commença à battre des ailes avant d'être attrapé et complètement sorti de la portée du protagoniste. Et Léon dit seulement que cette capacité de voler était vraiment injuste et Izumi ne s'attendait pas à ce qu'un dragon de lave s'enfuit d'eux. Le protagoniste demanda si par hasard la fille pouvait utiliser la magie d'autres attributs, et si oui, juste un instant, elle devrait ralentir ce dragon. Elle comprit ce qu'il voulait faire, alors elle accepta. De cette façon, elle commença à lancer une magie élémentaire de vent autour d'elle, pointa les deux mains vers cet énorme monstre, puis utilisa la tempête explosive et provoqua un vortex autour du dragon. Et le monstre était comprimé par tout ce vent autour de lui. Et le protagoniste vit que c'était à ce moment-là que le dragon était complètement immobile dans les airs. Puis il verrouilla sa position tout en canalisant encore plus de magie élémentaire sombre, et plusieurs papillons noirs commencèrent à émerger de son pouvoir dans une traînée complètement destructrice et mortelle. C'était la compétence des règles de l'abîme qui volait vers le dragon. Nos héros claquèrent des doigts. À ce moment précis, tous les papillons commencèrent à réagir. Ils brillaient si intensément que le dragon était presque aveuglé. Mais juste après, ils explosèrent tous et provoquèrent une mer de destruction devant eux. Le protagoniste étendit sa main pour protéger Izumi des débris qui pourraient arriver. Puis quelques secondes plus tard, ils virent ce gigantesque dragon déjà tombé, et Luna célébrait en parlant mentalement au protagoniste. Le président du conseil fit beaucoup l'éloge de notre garçon. Après tout, ce pouvoir était formidable, et elle avait d'innombrables questions à poser. Mais pour l'instant, ils se sont juste donné un petit coup de poing en disant que cette bataille était fantastique. De cette façon, le portail était complètement dissipé, et les deux sont sortis sains et saufs de l'intérieur. Dehors, les monstres commençaient à se transformer en mana, mais les deux protagonistes furent surpris car un homme dit que le président du conseil avait désobéi à ses ordres. C'était Shido, le directeur de l'Académie impériale. Luna expliqua rapidement qui il était à notre garçon. Shido était le responsable de la fondation de l'Académie et celui qui formait les chercheurs. Le protagoniste imagina que si ce type était le fondateur, il devait avoir des liens avec cette crête et par conséquent avec le requin, mais il était trop tôt pour supposer quoi que ce soit. Pendant ce temps, le président du conseil alla parler au directeur et il se contenta de rétorquer qu'elle ne devait pas agir par sens de la justice, sinon, quelque chose pourrait arriver. Il était facile d'imaginer ce qui se serait passé si par hasard elle avait échoué avec ce portail. Mais le protagoniste demanda s'il ne serait pas préférable de la féliciter au lieu de dire des mots aussi grossiers. Mais le directeur rétorqua en disant que les étrangers ne devraient pas parler des règles de l'académie. Et Izumi disait toujours qu'il n'avait réussi à fermer ce portail que grâce à notre héros, et le directeur était surpris, leur ordonnant de tout expliquer correctement, mais a rapidement ri, en se souvenant du dernier étudiant de l'académie, ce maudit Kuro. C'était tellement ridicule qu'il s'est simplement tourné vers sa voiture, et Izumi continuait d'affirmer que le responsable de la fermeture du portail était le protagoniste. Mais le directeur ne pouvait pas croire que l'étudiant incompétent de l'académie avait réussi à fermer un portail rouge. Puis il est juste parti,
en faisant crisser les pneus de sa voiture de luxe. Il ne savait pas qu'il devait garder un œil sur ce type, qu'il ait ou non des liens avec Shark. Puis, de retour au dortoir, notre garçon était enfin prêt à se reposer et Luna n'aimait pas du tout ce fichu directeur et a demandé ce qu'il pensait d'Izumi. Après tout, elle semblait très puissante, mais en même temps, le protagoniste lisait une petite bande dessinée. Il semblait que c'était l'ancien journal de Kuro. Après tout, il était nécessaire d'en savoir plus sur ce corps, y compris sur ses délinquants. Il a compris qu'en lisant ces mots, Kuro était complètement épuisé, tant physiquement que mentalement. Et le jour exact où le protagoniste s'est incarné dans ce monde, Kuro était déjà à sa limite. Il voulait devenir un chercheur pour gagner de l'argent. Après tout, sa sœur était malade, mais il n'avait aucun talent magique pour être un chercheur. Alors il s'est juste enfermé dans sa chambre, complètement opprimé par les autres. Tous les étudiants étaient extrêmement violents et le brutalisaient. Il a même subi diverses violences à l'intérieur de l'académie. Chaque jour était un enfer dans sa vie, et le mot qui le décrivait le mieux était qu'il était frustré partout. Et le protagoniste est resté silencieux pendant un moment après avoir lu le journal. Et Luna a demandé si par hasard il allait bien. Alors que Léon allait à la fenêtre pour observer la lune, il voulait montrer à tout le monde ce qu'il méritait pour avoir embêté un garçon innocent. De cette façon, ils sont dans le bureau du directeur, il n'arrêtait pas de fixer les dossiers de Kuro. Comment cet échec a-t-il osé le critiquer devant la présidente du conseil? Et tout en tenant son cigare, il a réfléchi à des moyens de l'expulser de l'académie. Et pas beaucoup de chambres plus loin, la présidente prenait son bain en pensant que soi-disant Kuro devrait être la dernière place de l'académie, mais toute cette puissance n'était pas impossible. Elle était sûre qu'il cachait quelque chose et que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire autour de Kuro. Puis le lendemain, alors que le protagoniste se rendait dans sa salle de classe, une personne est apparue demandant un instant. C'était le vice-président du conseil. Il s'appelait Nérus, et il avait entendu dire qu'il avait fermé un portail hier avec la présidente. Il s'est demandé si c'était vrai ou s'il profitait simplement de tout épier à l'intérieur du portail. Parce qu'un type avec des compétences aussi insignifiantes que Kuro était quelqu'un qui pouvait causer des problèmes à la présidente, et le protagoniste a juste répondu qu'il était là pour bloquer cette porte, et Nérus est plein. Après tout, celui qui n'avait jamais gagné une bataille à l'école essayait de fermer une porte rouge. C'était ridicule. Mais juste dans l'escalier, la présidente arrivait et elle est immédiatement allée parler à notre protagoniste. Après tout, elle le cherchait. Nourish a juste tourné le dos, gardant toujours un œil sur ce grand gaillard, et a dit à la présidente qu'ils auraient une réunion plus tard. Elle a même demandé si par hasard Nourish avait causé des problèmes, mais le protagoniste a dit que ce n'était rien de grave, comme si ce type était juste un enfant. Mais elle était là parce que le directeur de l'académie l'avait convoqué. Et en entrant dans la pièce, le directeur a immédiatement dit à notre gars d'abandonner. Et Azumi a crié, de quoi s'agissait-il? Et le directeur a affirmé que c'était simple. Kuro était tout simplement trop tout. Il n'avait pas de capacité magique, ni n'était bon au combat. Il a jeté le résumé devant le protagoniste en disant qu'il n'avait aucun avenir en tant que chercheur. Notre gars a calmement ramassé ce papier du sol en disant qu'en gros, le directeur lui demandait de faire ses preuves. Puis il a déclaré qu'il gagnerait chaque duel dans l'arène. De cette façon, il ne serait plus expulsé. Le directeur l'a regardé en lui demandant s'il était vraiment sûr de ce qu'il faisait. Puis il a jeté un coup d'œil au bureau. Il y avait le calendrier des batailles et le prochain adversaire du protagoniste serait les nerfs. Et le directeur a beaucoup aimé ça en disant que c'était bien, il l'autoriserait. Pendant ce temps, le protagoniste a juste fait un petit sourire. Après tout, il ne perd aucun type de pari. Puis en allant au dortoir étudiant, Luna regardait également tous ses calendriers de duel et le protagoniste les regardait attentivement parce qu'il se souvenait qu'en chemin, la présidente du conseil étudiant lui avait dit de ne pas prendre ce duel afin qu'il n'ait aucun problème. Elle connaît très bien ses capacités à cause du dernier portail, mais le vice-président avait également des compétences extrêmement élevées. Le protagoniste l'a juste remercié pour cette inquiétude, mais n'a pas pu laisser ce défi de côté et s'est simplement éloigné en prenant déjà sa décision. Mais Luna a demandé si ce ne serait pas plus pratique pour lui de quitter cette école pour faire plus de recherches. Seulement a-t-il répondu, non. Après tout, l'emblème à l'extérieur était de requin, il devait donc enquêter plus profondément sur cet endroit. Quoi qu'il en soit, il avait certaines suspicions que le directeur ici avait également des liens avec un autre monde. Il lui est même venu à l'esprit qu'il était possible que le directeur ait été possédé par Shark, mais Luna ne pouvait pas le voir parce qu'elle avait une sensibilité aux personnes qui venaient aussi d'autres mondes, et c'est exactement pourquoi notre gars continuerait dans cette académie. Il devait rester ici. Mais Luna a fait un visage un peu triste parce que même étant le messager de la déesse, elle ne pouvait pas guider Léon vers un chemin approprié maintenant. Pourtant, il s'est juste levé et l'a remercié. Après tout, ils lui ont donné une seconde chance. Et avec cela, il pouvait continuer sa quête de vengeance. Puis il s'est juste tourné vers Luna en disant qu'elle n'avait pas du tout besoin de s'excuser, et la petite humble a juste souri parce que c'était exactement ce qu'elle attendait de ce grand homme. Et pour l'instant, il se préparait pour le duel de demain, et la fille a crié en disant qu'il devait montrer à ce directeur à qui il s'en prenait.
Et elle était vraiment heureuse d'être avec Léon. Elle espérait que son objectif serait vraiment atteint. Je ne sais pas si elle s'en rend compte, mais son véritable objectif est de se venger d'un ancien ennemi d'un autre monde. Alors je pense qu'elle est un peu folle. Mais de toute façon, allons à l'arène le lendemain. Le protagoniste a dû faire face à plusieurs challengers et le premier serait ce type-là qui est aussi roux et tout le monde dans le public a crié qu'il serait facile de vaincre la dernière place. Et le protagoniste a juste soupiré. Il n'y avait rien à dire à ces idiots. Puis ce type a dit qu'il utiliserait juste une attaque de vent pour tout finir et a lancé une puissante explosion vers le protagoniste. Et, où est-il? Léon avait disparu de la vue. À tel point que ce type a crié qu'il avait probablement évaporé le sien, mais il a été complètement choqué lorsque la voix du protagoniste a résonné juste derrière lui. Et notre gars a conjuré la magie élémentaire de la Terre, en frappant avec un marteau droit dans l'estomac de ce type. Et le gars est juste tombé, a basculé, a été anéanti, est allé faire une sieste, a ronflé parce qu'il était déjà par terre complètement terminé. Celui qui a gagné le premier défi était Kuro, le dernier, ce qui était étrange pour les autres élèves. Comment le dernier a-t-il pu vaincre le 23e? Et la présidente souriait simplement. Elle connaissait son potentiel tandis que Norse ajustait ses lunettes comme le font les méchants. Et Luna réalisa que le protagoniste n'allait pas utiliser la magie noire pour combattre ses batailles car ses compétences individuelles avec les éléments étaient de loin supérieures à celles de tous ses étudiants. Et lors du défi suivant, il a également gagné avec le coup de marteau de pierre, et l'adversaire est tombé raide au sol. Cela semblait plus facile. Lors du troisième match, il a également gagné, et cette fois, il n'a même pas montré quel type de pouvoir il utilisait. Et le principal, qui était là dans le bureau, criait qu'il était impossible que le dernier incompétent ait autant gagné. Il était impossible que lui, l'incompétent, ait pu gagner ce portail rouge ou même ces duels. Puis quelqu'un a frappé à la porte, et il leur a dit d'entrer, et c'était Nérus. Après tout, le principal l'avait appelé là, et l'informa rapidement qu'il devrait affronter cet ignoble Kuro et devrait se battre en utilisant toute sa force, sans montrer une seule once de pitié. Mais Nérus répondit que contre ce type, ce ne serait pas si nécessaire. Pendant les duels, il n'avait utilisé que la capacité de l'élémentaire. Par conséquent, cela ne causerait aucune sorte de difficulté. Et le principal se contenta de sourire en s'excusant d'avoir fait cette demande. Il savait déjà que Nérus était assez fort. Puis, au moment où il quitta la pièce, il n'arrêtait pas de se demander pourquoi le principal lui-même était si prudent avec ce garçon. Mais de toute façon, il ne pouvait pas perdre contre un type comme ça. Et là, dans l'arène, le protagoniste avait gagné une fois de plus, et il semblait qu'il n'avait pas perdu un seul match. Même une petite bouteille d'eau en cadeau était apparue. C'était clairement Izumi qui l'avait livré, et Nérus était là de loin à observer tout cela, et il semblait qu'une légère envie commençait à germer chez ce grand gaillard. Puis, à la fin de cet après-midi, la bataille entre notre protagoniste a commencé. Le vice-président a dit qu'il ne savait pas quel genre d'astuce ce type avait utilisé pour gagner toutes les batailles, et le protagoniste a répondu qu'il avait gagné. C'est tout. Ce n'était pas grave, et il prévoyait également de gagner celle-ci. Nérus a alors fait un petit sourire en disant que Kuro avait eu beaucoup de courage sorti de nulle part. À ce moment-là, tout le monde dans l'arène était rivé pour voir comment cette bataille se terminerait. Le protagoniste s'est juste préparé parce qu'il a vu que ce type dégageait également une grande puissance. Soudain, toute l'arène est tombée dans le silence. Nérus trouva étrange que le protagoniste ait agi si différemment ces derniers temps et commença à canaliser de l'électricité dans ses mains. Malgré tout, c'était ridicule de regarder la silhouette de Kuro juste devant lui. Il allait enlever ce masque et avec un sourire narquois, il créa une sorte d'arc électrique dans ses mains. C'était une magie de haut niveau tirant plusieurs flèches et le protagoniste resta immobile alors qu'elles allaient toutes vers lui jusqu'à ce qu'il s'accroupisse et place ses mains sur le sol, invoquant un gigantesque mur de pierre. Et les yeux de Nérus s'écarquillèrent parce que toutes ces flèches avaient rebondi et s'étaient coincées là. C'était comme si le protagoniste avait réussi à bloquer toute cette puissante attaque, ce qui était étrange parce que le sort que Nérus avait utilisé était de haut niveau. Tout le public était horrifié et restait sans voix, mais Nérus devait encore rester calme car ce garçon ne savait qu'utiliser la magie de la Terre. Il leva également ses mains et commença à utiliser la magie de la Terre de haut niveau. Quand il baissa les mains, une pluie de pierres tomba sur notre protagoniste, qui leva alors une de ses mains, invoquant un sort de vent et utilisant des rafales explosives pour emporter tous les rochers. Et Nérus eut l'air outré de cela. Il croyait que ce garçon ne savait qu'utiliser la magie de la Terre jusqu'à présent. Et tous les élèves autour criaient parce que c'était incroyable. Quelqu'un parvenait à se battre à armes égales contre le vice-président. Et Izumi savait également que peu de mages pouvaient utiliser plusieurs attributs car il fallait beaucoup de temps pour maîtriser même un seul. Mais pour qu'il soit si bon avec si peu d'attributs et qu'il ait caché cela si longtemps, Kuro était sûrement une personne incomparable. Nérus croyait que notre type ne pouvait utiliser qu'un seul type d'attribut, et le protagoniste demanda combien de temps Nérus garderait le nez au-dessus de tout le monde. Et, bien sûr, le type n'a pas du tout aimé cette question, et le protagoniste a expliqué qu'il était simplement quelqu'un qui tirait des conclusions hâtives. Il était arrogant et trop sûr de lui, avait une bonne magie,
mais était toujours un incompétent. Et avec ces mots, Narus commença à s'irriter en disant qu'il ne perdrait pas contre le faible de l'académie. C'était parce qu'il s'était beaucoup entraîné pour rester aux côtés de la présidente Izumi. Puis, en canalisant du mana, il dit au protagoniste de ne pas devenir arrogant car les deux n'étaient pas sur un pied d'égalité. Et dans sa main, une grande quantité de mana se rassemblait. Tout le monde autour criait parce que c'était la spécialité du vice-président, la magie de l'eau de haut niveau. Sûrement, c'était la fin pour Kuro. Alors que Norus levait les mains, le sol sous le protagoniste commença à geler, et un grand vent glacé entoura notre type. Et Nerus était confiant car Kuro ne serait pas capable de bloquer toute sa puissance. En d'autres termes, il serait gelé et donc vaincu. Mais une sorte de petite flamme commença à s'allumer au milieu de cette glace et les yeux de Nerus s'écarquillèrent à cela. Il ne savait pas ce qu'il voyait au milieu de tout cela et ce gigantesque cristal fut complètement brisé par les flammes du protagoniste. Il était impossible qu'il puisse contrôler 3 éléments à la fois. Et le protagoniste s'excusa simplement car il n'était pas limité uniquement par les attributs que les autres croyaient, et il invoqua un grand cristal de glace juste au-dessus du vice-président. Et Nerus le fixa avec un regard glaçant. Le protagoniste serra les poings dans un mouvement extrêmement violent, et tout ce cristal explosa. Puis une pluie de cristaux de glace commença à tomber sur le terrain. Ces attaques frappaient autour de Nerus, et le vice-président remarqua que le garçon pouvait utiliser 4 éléments, et ce barrage d'attaque était implacable sur le champ de bataille. Nerus savait qu'il ne serait plus capable de gagner, alors il ouvrit simplement les bras en encaissant déjà le reste des attaques. Puis il tomba à genoux sur le sol. Le protagoniste s'approcha de lui en disant qu'il lui donnerait un conseil pour l'avenir, que s'il voulait devenir le plus grand des mages, il devait garder la tête haute et se concentrer sur ce qu'il voulait accomplir. Tout en se souvenant de l'orphelinat, il mentionna qu'il ne devait pas non plus oublier les gens autour de lui. Et Nerus était extrêmement irrité d'avoir perdu ce combat et demanda qui était vraiment notre protagoniste en s'effondrant sans force. Puis le protagoniste répondit simplement qu'il était quelqu'un qui avait beaucoup de choses à faire dans ce monde. De cette façon, Nerus perdit le match tandis que le professeur l'annonça. Le gagnant était clairement notre héros après une démonstration aussi incroyable. Cette même nuit, le directeur de l'académie était extrêmement irrité en disant que c'était impossible. Comment pouvait-il utiliser 4 éléments à la fois? Peut-être que ce qu'Izumi m'a dit ce jour-là était vrai, mais honnêtement, Shidu ne veut pas le croire. Alors il s'est juste levé en traitant notre grand gaillard de bâtard tout en appelant quelqu'un parce qu'il veut définitivement expulser Kuro de l'école. Et donc, pensez que ce réalisateur est un peu fou. N'est-ce pas? Parce que si j'étais le directeur d'une école, je voudrais qu'un gars fort comme ça continue à la protéger. De l'autre côté, le protagoniste réfléchissait à ce qu'il devait faire et Luna était là, endormie. Il savait qu'en battant Narus, il pourrait rester à l'académie un peu plus longtemps, mais maintenant il n'était pas sûr du genre de mouvement qu'il devait faire. Il semble que Shidu soit parti en voyage d'affaires, alors il a commencé à griffonner dans son cahier. Sa mission maintenant est de bloquer les portails qui apparaissent dans ce monde. De cette façon, il pourra trouver plus de liens. D'une manière ou d'une autre, il sait que ces portes sont connectées à Belphar, et peut-être qu'il pourra le capturer. Le lendemain pendant le cours, un nouveau professeur venait d'arriver et le protagoniste a réussi à le reconnaître. C'était Roshiba et il a même écrit son nom au tableau. Il a également dit qu'il était un nouveau professeur à l'académie et espérait que tout le monde prendrait bien soin de lui. Clairement, les filles autour étaient amoureuses de son apparence et le pro l'a juste regardé profondément parce qu'il ressentait quelque chose de différent chez ce type. À la cafétéria, tout le monde parlait des duels qui avaient eu lieu hier. Personne ne pouvait croire que le protagoniste était vraiment si puissant et peut-être qu'il valait la peine de lui demander quelques conseils. Mais juste devant notre grand gaillard, la présidente du conseil étudiant est arrivée en demandant si elle pouvait s'asseoir là. Elle a mentionné qu'il avait très bien réussi lors des batailles d'hier. En fait, c'était une performance extrêmement spectaculaire. Mais de toute façon, elle l'a également remercié pour les conseils qu'il a donnés à Narus. Elle sentait qu'il avait été un peu frustré ces derniers temps. Peut-être que cette défaite l'a aussi réveillé. Et dans tous les cas, Izumi ne pouvait pas pardonner au directeur d'avoir mis autant de batailles sur notre protagoniste. Shido est un ancien chercheur, et dernièrement, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles il était impliqué dans des connexions sombres. Le protagoniste a demandé quel genre de connexion c'était, mais avant qu'il ne puisse discuter, un message est apparu sur le grand écran disant que plusieurs portails étaient apparus récemment et que ceux qui n'avaient pas de pouvoir magique ne devraient pas s'en approcher. Il s'est souvenu des mots que Luna avait prononcés il y a longtemps selon lesquels dans ce monde, les portails commençaient à apparaître beaucoup plus fréquemment et le monde s'effondrait. C'est le monde qui pourrait trouver sa fin à cause de toutes les attaques qui se produisaient. Mais le protagoniste avait encore une question à poser à la présidente. Mais avant que nous puissions entendre cette conversation, nous avons été emmenés à la nuit de ce même jour et il y avait notre protagoniste qui patrouillait autour de l'académie. Il a fait le bon choix. Après tout, si un portail apparaît au milieu de la nuit, il pourra le gérer sans problème. Et il semble que le destin était de son côté parce qu'un portail vert est apparu juste après. Le grand gaillard s'est juste dirigé vers lui, et quand ils sont entrés,
l'endroit était l'océan d'arbres, un endroit qu'il connaissait très bien. Et peu de temps après, plusieurs monstres étaient déjà allongés sur le sol. Notre grand gaillard était vraiment implacable. Puis ils ont atteint la zone la plus profonde de cette forêt, et Luna, même en étant une messagère de la déesse, ne pouvait rien sentir là-bas. Mais le pro a regardé en arrière et l'un de ces monstres a réussi à attraper Luna par l'épaule, la tirant au loin alors qu'elle tendait la main pour l'aider, étant emmenée vers le haut pendant que le protagoniste regardait. Et juste au-dessus, une sorte de gargouille a ouvert sa bouche. Luna a crié complètement terrifiée par ce monstre en disant qu'elle ne voulait pas être dévorée par quelque chose de si hideux et de si laid. Le protagoniste a juste dit à Luna de ne pas bouger pendant qu'ils étaient dans un arbre. De cette façon, il a levé les mains. Il a réussi à utiliser l'attribut de la magie noire et plusieurs épines ont commencé à émerger du milieu de cet arbre. Ces mêmes épines se dirigeaient vers le dos de cet énorme monstre. Cependant, la bête a eu peur de cette poussée de puissance et a sauté vers le haut, mais il était déjà trop tard parce que toutes les griffes des ombres ont réussi à la frapper. Le monstre était déjà complètement percé alors qu'il lâchait Luna en plein air et la créature est tombée au sol. Complètement raide, Luna a couru dans les bras du protagoniste, le remerciant de l'avoir sauvé et louant également sa rapidité à lancer ses sorts pendant qu'ils observaient le corps du monstre. Il a juste répondu que c'était par instinct. Il s'était battu pendant de nombreuses années dans les profondeurs de l'enfer et Luna a juste souri. Et donc je trouve ça étrange parce que si j'entends quelqu'un dire qu'il s'est battu dans les profondeurs de l'enfer pendant de nombreuses années, je serais choqué. Ok? Je ne sourirais pas comme elle. Puis quelques minutes plus tard, ils ont réussi à terminer ce portail vert et à retourner dans le monde. Le protagoniste avait besoin de continuer la patrouille, mais plusieurs pieux de pierre volaient vers lui. Et Léon a sauté au loin avant d'être frappé par ses attaques et a regardé qui les lançait, se demandant qui il était, et une silhouette à capuche est apparue au sommet d'un bâtiment. Cette personne a juste ri parce qu'il semblait que les sens de notre grand gaillard étaient vraiment aiguisés. Et cette silhouette à capuche, je ne vais même pas dire qu'elle ressemble au professeur de tout à l'heure. Right? Compare the image. It's exactly the same. It's identical. Who does this guy think is fooling? But he just stared straight at her big guy. Leon told Luna to it because that guy was very skilled. Then a question again why they were attacking in the middle of the night. And the man replied that he had no reason at all while conjuring flame in his hand and fired countless fireballs towards the protagonist, who once again had to dodge all those relentless attacks. The man was getting excited because those movements were extremely good and they guided even more fireballs towards the protagonist. He kept increasing the number of fireballs until it became impossible for our big guy to escape. Leon conjured the darkness attribute and opened that devouring space, managing to swallow the spell. Every fireball on the field disappeared, and the man asked what had happened because the pro was completely unscathed. So what kind of magic was that? He could feel trace of darkness, but how could someone from this world use such magic? And around the man, Black Claw appeared once again and almost managed to hit him in a throw attack. But he escaped, too hasty ended up taking a hit that cut a good part of his arm. The man knew it was not the right time to fight, so he threw a smoke bomb and vanished completely from sight. Luna reappeared right behind asking if he was okay. And, yes, he was, but that man was simply strange. Then heading to the dormitory, Luna asked why that guy attacked them out of nowhere, and the protagonist mentioned that maybe he was studying them first and that perhaps he had some connection with those people he was also looking for. Then he just stared at the glass saying that he would capture him next time. The next day in the classroom, the teacher was there writing a few things on the board and Leon kept staring fixedly until upon leaving the room someone called him to. It was the same teacher greatly praising our protagonist who had managed to evolve a lot in recent days. He had even heard that Leon had closed a red portal and the teacher suddenly said that he believed in the protagonist. After all, he had shown incredible skill in the last duel and just smiled at the protagonist in a strange way saying that he would be watching him in his next victory. But it was kind of obvious he wouldn't because the guy just gave a sly little smile and walked away. That same night, he was watching our big guy enter another portal once again. He was going to make Kuro pay for injuring him last time. Donc, dès que ce portail serait terminé et s'il était pris au dépourvu, il l'attaquerait. Il y avait même une égratignure sur sa main. Et soudain, le protagoniste est sorti du portail et le type était complètement choqué parce que comment quelqu'un pouvait franchir un portail vers si rapidement, mais ce n'était pas grave parce qu'il allait le vaincre. Ensuite, il a commencé à appeler à la radio. Cette fois, plusieurs hommes encagoulés sont apparus pour la bataille. Le premier a immédiatement invoqué un sort de feu avec les autres qui ont lancé plusieurs sorts et ont fait exploser l'endroit où se trouvait le protagoniste. L'homme à l'arrière riait bruyamment parce que c'était décevant. Puis il a rallumé sa radio, mais les gens de l'autre côté criaient qu'il souffrait énormément. Et cet homme a de nouveau regardé par la fenêtre. Il n'était pas possible que le garçon ait survécu à cette gigantesque explosion. Puis il a essayé de se calmer parce qu'il était toujours caché, mais a eu une énorme frayeur parce que juste derrière lui, Kuro est apparu et a dit que cette embuscade était assez facile à éviter.
Le protagoniste savait tout parce qu'il avait envoyé Luna plus tôt pour surveiller les environs, puis il a rapidement créé une lame de vent qui a complètement détruit le masque de cet homme encagoulé. Et, évidemment, c'était Ashiba qui était là. Il l'avait déjà remarqué en classe. Après tout, même le bras qu'il utilisait pour écrire avait changé, et c'était précisément le bras qui avait été blessé la nuit précédente. Et quelques jours plus tôt, il avait demandé au président du conseil étudiant de vérifier le dossier de cet enseignant. On disait que Ashiba était un chercheur très célèbre et qu'il était spécialisé dans le suivi des autres, puis il a juste pointé ses mains sur son faux professeur en lui demandant s'ils allaient régler ça ici, maintenant, en face à face. Bien sûr, Roshiba a froncé les sourcils et le protagoniste a demandé pourquoi il avait essayé d'attaquer depuis l'ombre, mais le type a juste ri. Il ressemblait au Joker riant à ce moment-là près de la fenêtre. Mais de toute façon, il a juste regardé notre grand gaillard en pensant que puisqu'il n'était qu'un étudiant, ce ne serait pas du tout un problème et a invoqué une énorme boule de feu. Tout le bâtiment dans lequel il se trouvait a commencé à brûler. Toute la structure autour a fondu et a commencé à s'effondrer autour du protagoniste. L'homme a dit qu'il avait utilisé la même magie pour vaincre des centaines de milliers de monstres, et que le garçon pouvait considérer cela comme sa tombe maintenant. Puis il a levé les mains et a continué à envoyer cette énorme boule de feu vers le protagoniste. Le protagoniste a calculé la puissance approchante, et a plaisanté en disant qu'il connaissait très bien cette magie, celle que l'homme utilisait, et a retenu toute cette puissance gigantesque avec une seule de ses mains, et Roshiba n'a pas trouvé les mots. C'était impossible de faire ça, et le protagoniste a renvoyé le même attribut de feu contre son adversaire et a lancé cette même gigantesque boule de feu sur Ashiba. Clairement, le professeur a également contre-attaqué, et les deux sorts gigantesques se sont heurtés au milieu. Une explosion dense et gigantesque s'est produite juste là, et Roshiba a juste dit que lancer une magie de si haut niveau était impossible pour un garçon comme lui. Et le protagoniste a juste répondu que cette magie était tout au plus de rang intermédiaire. Bien sûr, le professeur l'a regardé sérieusement, disant que c'était quelque chose de totalement insensé. Cette magie était sûrement du plus haut niveau. Le protagoniste a dit qu'à la différence de lui qui n'avait vaincu que quelques milliers de monstres, il avait vaincu des millions de monstres dans les profondeurs de l'enfer, puis ses mains ont légèrement saisi le cou de Ashiba, et l'homme a ressenti une pression suffocante, une magie noire tourbillonnant autour. Il ne pouvait pas comprendre quel genre de magie c'était. Elle drainait complètement son énergie. Son corps est tombé au sol déjà sans énergie. Le protagoniste l'a juste regardé avec de nombreuses questions dans son esprit. Puis il a saisi la tête du fou et a demandé qui lui avait ordonné de venir l'éliminer, et l'homme a roulé des yeux. Il ne voulait pas l'admettre, a juste crié qu'il avait suivi quelques instructions d'une autre personne plus haut placée dans la hiérarchie. Et le protagoniste a commencé à relier les points. Après tout, ce type envahit l'académie sacrée. Cela signifie que c'était sous les ordres de Shidu et qu'il est probablement du côté de Belphar. Il a encore de nombreux doutes concernant Shidu. Peut-être qu'il est la clé de tout ça. Puis il a regardé Ashiba pour utiliser cette opportunité d'atteindre Shidu, et a juste attaché le fou là dans le coin. Il sait que le directeur va commencer à agir de manière plus agressive, il doit donc être plus prudent dans ses prochains mouvements, et c'est exactement ce qu'il veut. Il exposera Shidu au monde et le finira ensuite. Puis il a juste marché à travers toute cette pluie pour retourner à son dortoir. De l'autre côté, une voiture de luxe se dirigeait vers une grande demeure. Le temps était vraiment mauvais avec le tonnerre qui grondait partout, et Shidu est arrivé à cette grande demeure. En entrant, il a annoncé que c'était lui et portait même un anneau cramoisi. L'atmosphère à l'intérieur de cette demeure était horrifiante et sinistre. Shidu ne pouvait jamais s'habituer à cet endroit chaque fois qu'il venait, puis quelqu'un lui a ordonné d'entrer dans la pièce avant même qu'il puisse frapper à la porte. À l'intérieur, Shidu s'est présenté avec grand respect à la figure en face de lui. Cette figure buvait une sorte de vin au milieu de la nuit, et Shido a rapporté tout ce qui se passait autour à ce maître. Il a demandé si par hasard quelque chose d'autre d'intéressant s'était produit. Après tout, il était curieux de tout ce qui pouvait arriver dans ce monde, et Shido a révélé qu'un étudiant de son académie avait complètement changé de personnalité et de résultats ces derniers jours. En plus d'être capable de contrôler les 4 éléments, ses capacités et compétences étaient insensées. Cette figure a juste soupiré pendant que Shidu lui disait de ne pas s'inquiéter parce qu'il s'occuperait de ce garçon. Il avait déjà envoyé quelqu'un en qui il avait confiance, et cette figure s'est juste levée en disant qu'il voulait en savoir plus sur cette histoire. Et en regardant ses éclairs, il a dit que ses sons étaient extrêmement agréables. Un étudiant faible et stupide qui est soudainement devenu très puissant. Shidu a répété de ne pas s'inquiéter parce qu'il avait envoyé un chercheur très puissant pour s'occuper de cet étudiant. Mais ce maître a demandé si ce n'était pas étrange que jusqu'à présent celui qu'il avait envoyé n'ait pas pris contact en disant qu'il avait éliminé l'étudiant. Shidu a rapidement saisi son téléphone portable, mais Ashiba ne pouvait pas répondre parce qu'il était complètement ligoté. Et Shidu a commencé à paniquer. Peut-être que ce pathétique étudiant de son académie avait vaincu son agent, et le maître juste en face a dit que son agent avait échoué. Je ne voulais pas croire ça. Comment un agent aussi puissant pouvait-il perdre comme ça? Et l'homme blond devant a demandé si ce n'était pas le bon moment pour utiliser cette méthode. Parce que si ce type était vraiment un mage aussi incroyable,
Peut-être que son rôle d'étudiant n'était qu'un appât. Puis il a pris une petite boîte et Shidu a demandé s'il avait vraiment la permission de son maître d'utiliser ça. Et le fou a jeté quelque chose dans les mains du directeur. Il pensait toujours qu'il était trop tôt, mais lui a remis un anneau noir. Et Shidu a ouvert un grand sourire à cela, disant que maintenant il se débarrasserait de cet étudiant et ferait ce que son maître souhaitait. De toute façon, Shidu est juste parti en laissant le maître là, et l'homme blond a juste ri en regardant le feu. Il semblait que les choses allaient devenir encore plus intéressantes maintenant, parce qu'il était temps de révéler la porte noire au monde, et il a juste éclaté de rire. Ainsi, le lendemain, le protagoniste a été appelé dans le bureau du directeur, et l'homme s'excusait d'avoir été impoli ces derniers jours, ce qui était très étrange. Il trouvait juste très étrange que le garçon ait soudainement changé du jour au lendemain, mais Kuro avait gagné son respect puisqu'il avait réussi à tellement changer et à devenir plus puissant. Il a même dit qu'il commencerait à accompagner la présidente Izumi pour fermer les portails, ce qui signifie qu'il participerait aux patrouilles les plus intensives de l'académie. Le directeur a simplement tendu la main en disant qu'il faisait maintenant pleinement confiance à Kuro, et le protagoniste a également juste serré sa main en disant qu'il remplirait sa tâche. Bien sûr, il savait que ce directeur préparait quelque chose. Tout en serrant la main du directeur, il canalisait également son mana noir en lui, comme s'il complotait aussi contre lui. Dehors, il a vite dit à la présidente que c'était un piège, parce que c'était sur ordre du directeur que Hashiba avait été envoyé pour l'attaquer la nuit précédente. Honnêtement, il ne savait toujours pas ce que l'homme complotait, mais quelque chose de mauvais se préparait. Izumi avait l'air assez inquiète et lui a demandé ce qu'ils allaient faire, et le protagoniste a révélé qu'il avait un plan pour que ça arrive, mais ce plan exigeait qu'il agisse seul. Mais il a été surpris parce qu'Izumi a dit qu'elle serait d'accord. Elle refusait de laisser qui que ce soit en danger, et Luna a juste dit dans l'esprit du protagoniste que cette fille était vraiment très bien. Alors, les deux sont partis à la fin de cet après-midi pour commencer le grand plan. En fait, à ce moment-là, ils devaient juste faire une patrouille. Et en chemin, le protagoniste a demandé si par hasard Izumi avait peur des monstres. Et honnêtement, elle n'allait pas mentir. Bien sûr, elle avait peur de voir ces horreurs, mais de toute façon, si elle ne les affrontait pas, des innocents devraient le faire. Et le protagoniste a été surpris par cette réponse, qui était exactement ce qu'il pensait aussi. La fille avait de la détermination dans les veines. Elle voulait devenir la plus grande mage de tous. Elle ferait tout son possible pour ne pas laisser les innocents et les enfants de la prochaine génération avoir à se battre. Et ce sont exactement les mots que Kuro avait dit au roi ce jour-là. Il sait qu'il y a un long chemin à parcourir, mais en observant Kuro ces derniers jours, il devient aussi de plus en plus fort. Mais ce discours romantique a été détruit au moment où une grande porte est apparue derrière eux. Les yeux du protagoniste s'écarquillèrent parce que le mana qui en émanait était puissant. Ce portail n'avait pas la couleur habituelle, et Izumi était complètement choquée et transpirait froid. Elle ne pouvait même pas bouger. Son cœur était sur le point de geler. À ce moment précis, plusieurs griffes ont attrapé et tiré Izumi dans ce portail noir. Le protagoniste a rapidement tendu la main pour l'atteindre, mais ses griffes étaient encore plus rapides et plus impitoyables et l'ont entraîné. Le protagoniste pouvait sentir une pression violente venant de ce portail noir, mais de toute façon, il devait la sauver, alors il a juste serré les poings et a couru là-bas. De l'autre côté, le directeur regardait tout cela sur les grands écrans et riait juste, car à ce moment-là, il pourrait enfin éliminer Kuro. C'était le principal piège qu'il avait créé pour ce maudit. De l'autre côté, le maître pouvait sentir que la porte noire était apparue. C'était parce que le seigneur de cette porte était un monstre avec un mana extrême, et le protagoniste faisait face à cette porte en sentant ce mana terrifiant. Luna est arrivée juste derrière. Elle pouvait aussi sentir une immense puissance venant de l'intérieur. Cette porte était certainement beaucoup plus dangereuse que la rouge, et le pro a même compris que c'était un piège du directeur. Après tout, il était insensé qu'elle apparaisse lors de la première patrouille. Il semblait que cette porte avait été créée directement par Shidu. Cela signifiait aussi qu'elle était extrêmement dangereuse. Luna a pointé du doigt la porte parce que plusieurs monstres en sortaient pour attaquer notre garçon. À ce moment-là, une flèche a volé frappant tous ces monstres directement à la tête. Les monstres ont été rapidement éliminés, et celui qui a fait cela était Nerus. Et il a immédiatement demandé ce que c'était que cette porte gigantesque et violente. Mais quand il a découvert que la présidente Izumi avait été entraînée à l'intérieur, il était désespéré. Cependant, d'autres monstres sortaient du portail pour les combattre. Nerus a déclaré qu'il resterait là et combattrait tous les monstres qui tentaient de sortir. Le protagoniste l'a remercié immensément pour cela parce que les choses ici allaient aussi mal tourner. Puis il a juste sauté vers ce portail. Nerus était frustré parce qu'il voulait sauver la présidente, mais il a dû laisser ce type s'en charger parce qu'il était plus fort. Alors il était pleinement confiant que l'étudiant Kuro pouvait le faire et a crié au monstre qu'il était maintenant leur adversaire, commençant à tirer encore plus de flèches de foudre sur eux tous. Et à l'intérieur de ce portail, un monde complètement dévasté pouvait être vu. Le protagoniste a demandé si Luna pouvait suivre la présidente là-bas, mais avec autant de monstres émanant un mana gigantesque, c'était très difficile.
Tous ces monstres autour avaient le pouvoir d'être au moins un boss d'un portail normal, mais ce n'était pas le problème. Alors qu'il commençait à canaliser la tribu des ténèbres, il a créé la faux de la calamité. Juste devant lui, l'un des dragons était presque en train de frapper le protagoniste, mais il lui a ordonné de bouger. À ce moment-là, la faux a complètement déchiré ce dragon. Il a été anéanti avec des coupures si graves qu'il est rapidement tombé au sol causant la dévastation. Les autres dragons étaient également effrayés de regarder cette scène et le protagoniste les a juste appelés à se battre parce qu'il allait les trancher chacun en morceaux. De l'autre côté, le directeur regardait Nérus protéger le portail, mais a souri parce que Kuro était entré dans ce portail et allait bientôt connaître sa fin. Et le protagoniste a réussi à atteindre la partie la plus profonde de ce monde, un escalier gigantesque. Et Luna a demandé si notre protagoniste allait bien parce qu'il s'était déjà beaucoup battu jusqu'à présent, et il a répondu que, oui, après tout, il s'était battu d'innombrables fois, surtout dans les profondeurs de l'enfer, et Luna s'est sentie plus calme en entendant ça. De cette façon, il devait sauver la présidente Izumi et continuer à gravir cet escalier gigantesque. Là-haut, Izumi était assez occupée et s'est réveillée complètement enveloppée dans des tentacules, et je n'ai même pas besoin de dire à quoi ça ressemblait. Et juste derrière elle, un œil gigantesque regardait. Izumi ne pouvait pas détruire ses tentacules ni s'échapper de là, et elle sentait que tout son mana était drainé à cause de ses tentacules. Et elle n'avait jamais vu un monstre de ce niveau. Cette chose était étrangement puissante, et elle espérait au moins que Kuro était sain et sauf, mais elle ne pouvait pas simplement dépendre de sa venue pour la sauver, alors elle n'abandonnerait pas. Et elle a commencé à canaliser le feu dans ses mains, mais elle a été choquée parce que ce feu n'avait aucun effet, complètement stupéfait. Alors ce monstre ne serait pas vaincu avec la magie. Et au lieu d'yeux, cette créature a ouvert une gigantesque bouche profonde. Et Izumi s'attendait déjà à être dévorée, tellement qu'elle a fermé les yeux. Mais à ce même moment, un gigantesque tentacule a été coupé en deux par une violente explosion. L'une des bouches de ce monstre a été tranchée par la faux de notre protagoniste, et elle a regardé cette arme extrêmement puissante. Et de loin, le protagoniste s'est excusé parce qu'il avait mis trop de temps à venir à la rescousse, et la fille a juste donné un sourire sincère. Elle savait que cela arriverait. Elle savait qu'il ne l'abandonnerait pas dans ce monde. De l'autre côté, le directeur riait parce qu'il avait réussi à faire apparaître ce portail sans problème, et Kuro avait rencontré sa fin parce qu'il était impossible de vaincre cette créature à l'intérieur. Et le protagoniste était face à face avec ce grand monstre, et Izumi était toujours là en train d'être complètement drainé, et Luna a immédiatement averti que ses tentacules aspiraient le mana. Et le protagoniste a aussi trouvé ça étrange parce que ce monstre qu'il n'avait même pas rencontré dans son autre monde, mais il ne pouvait pas être choqué ou effrayé. Il doit le vaincre pendant que le mana apparaissait dans ses mains. Mais juste devant, un grand tentacule pointu approchait et il a dû esquiver avant cet énorme impact. Le protagoniste l'a regardé fixement, et la force de ce tentacule était ridicule parce qu'il a ouvert un trou dans le sol. Donc, si cela frappait son corps principal, les choses tourneraient vraiment mal. Il a utilisé la magie noire autour de ce monstre, et plusieurs griffes d'obscurité ont percé directement le corps de cette créature géante. Mais le protagoniste savait que ce n'était pas encore la fin, car le corps principal de cette bête était complètement indemne. Mais ce monstre a crié fort à cause de la douleur qu'il a subie. Ensuite, plusieurs tentacules ont commencé à sortir du sol et le protagoniste a demandé ce qu'il se passait maintenant. Jusque derrière notre garçon, une de ses bouches à tentacules est apparue. Et une fois de plus, il a dû esquiver de justesse, mais malgré cela, il a été éraflé au visage. Il a immédiatement crié pour reprendre qu'il ne s'agissait que d'une attaque légère et qu'il allait bien. Cette attaque de broutage a fait très mal car elle réussissait à drainer son mana. Et maintenant, avec ses tentacules au milieu du sol, les attaques devenaient assez imprévisibles. Puis, une fois de plus, il a utilisé sa faux pour couper ses tentacules, mais elles ne se sont tout simplement pas arrêtées, car beaucoup chassaient le protagoniste et il les a toutes déchiquetées d'un seul coup. Luna était inquiète car Léon s'était battu jusqu'à présent sans se reposer. Et à en juger par l'état d'Izumi, il ne lui restait plus beaucoup de temps et les problèmes se rapprochaient encore plus à mesure qu'il approchait de ce corps principal. Mais le protagoniste a dit qu'il n'y avait aucun problème. Et tout en laissant tomber sa faux sur le sol, il a déclaré que la prochaine fois, il parviendrait certainement à vaincre ce monstre géant. Utilisant la magie des ténèbres, il a propulsé son corps vers l'avant. Izumi a juste regardé comme il se rapprochait peu à peu, et ce monstre gigantesque a continué à contre-attaquer avec plusieurs tentacules. Le protagoniste a levé une de ses mains, canalisant le nouveau pouvoir. Il a invoqué ce monde vide qui dévorait tout, et chacun des tentacules y est entré et n'est plus revenu. Ce monstre gigantesque tremblait de peur quand il a vu cela, puis il a rétréci. Et le protagoniste a dit qu'il ferait la même chose. Il a invoqué plusieurs essences de magie noire juste derrière lui et a tiré l'énergie de l'infini vers cette énorme créature, puis a sauté juste devant elle. Il était face à face avec ce monstre gigantesque et a dit que maintenant c'était la fin pour lui. Et dans sa main, il a invoqué toute la puissance restante de la magie noire. Et il a utilisé la grande force du vide dans un coup de poing extrêmement puissant. Et ce même pouvoir a commencé à se répandre dans tout ce monstre,
et son pouvoir d'obscurité a commencé à l'anéantir de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette énorme créature a commencé à être détruite au point de libérer Izumi dans les airs, et la jeune fille, déjà sans force, est tombée d'en haut. Et le protagoniste étant le romantique qu'il est allé là-bas pour la secourir et a réussi à la sauver saine et sauve. Et peu à peu, les yeux de la jeune fille ont commencé à s'ouvrir, et elle était vraiment heureuse parce que Kuro est venu la secourir. À ce moment-là, dans le bureau du directeur, on a signalé que le portail noir disparaissait, et il a été complètement choqué de la façon dont ils ont réussi à fermer ce portail, comment ils ont réussi à vaincre quelque chose qui n'existait même pas dans ce monde. Mais le directeur n'était pas inquiet car il avait encore plus de bagues. Puis, en mettant ses bagues, il a esquissé un grand sourire car de cette façon, il éradiquerait ce garçon, mais il a été complètement terrifié par une présence. Juste derrière, plusieurs ombres ont commencé à se condenser. C'était la conversion sombre qui a amené le protagoniste directement au directeur. Et clairement, Shido était stupéfait demandant comment il était apparu là, et le protagoniste l'a juste regardé en disant qu'il était une personne impardonnable, et qu'il l'éliminerait également. Le directeur a demandé comment il l'avait trouvé là, et la réponse était simple, à cause de cette marque qu'il avait sur son corps. Le directeur s'est lentement rendu compte que l'ombre qu'il avait vue plus tôt devait être cela et a mentionné qu'il n'avait jamais vu de magie comme celle-ci. Alors qu'était-il? Le protagoniste avait encore une question très importante à poser. Qui était derrière tout cela? Il était possible de voir à travers les caméras qu'il était là à regarder tous les élèves de l'académie. Pourquoi a-t-il créé cet institut et maintenant faisait-il une telle chose? Shido a lâché un léger rire en disant que tout cela était dans le but de créer de la nourriture. La nourriture était les étudiants eux-mêmes qui s'entraînaient en pensant qu'ils arrêteraient les portails. Tout en écartant ses bras, il a dit qu'il était lui-même responsable de la création de ces portails. Après tout, il pouvait tirer des avantages de tout ce chaos et obtenir encore plus de pouvoir et d'autorité. Le protagoniste a juste baissé la tête devant un but aussi égoïste, il était même prêt à sacrifier Izumi. Maintenant, Léon savait exactement quel genre de personne était le directeur, et Shido a juste ri en disant que peu importe qu'il le connaisse, il serait éliminé maintenant. Puis il a projeté une flamme dans ses mains en disant que maintenant il allait connaître sa fin et lui a ordonné d'avaler toute sa puissance tout en la lançant vers le protagoniste, et plusieurs boules de feu se précipitaient vers notre garçon, mais l'image du protagoniste a commencé à se briser juste devant. C'était parce qu'il a créé ce vide dévorant aspirant toute cette magie. C'était aussi quelque chose d'inhabituel pour le directeur qui n'avait jamais rien vu de tel car tout son pouvoir était complètement détruit. Puis il a été grandement surpris car les yeux du protagoniste appartenaient vraiment à quelqu'un ayant une grande expérience dans l'élimination de personnes. Le directeur était complètement terrifié après la disparition de sa magie, mais il a regardé de plus près le garçon. Il était épuisé après être entré dans ce portail noir, et puisqu'il était beaucoup plus âgé, plus expérimenté, il réussirait sûrement à le vaincre. Canalisant encore plus de puissance dans ses mains, il a commencé à lancer continuellement de la magie du feu vers le protagoniste, et a déclaré qu'il était assez doux en l'éliminant. Maintenant, tous ses sorts volaient à nouveau vers notre protagoniste, et le protagoniste a commencé à lancer un Kamehameha. Et Shido a demandé s'il ne se trompait pas parce que c'était d'une autre œuvre qui limitait un pouvoir. Mais dans ce cas, ce n'était pas un Kamehameha. C'était un bouclier qui niait toutes sortes de capacités et les faisait revenir à l'attaquant. Et les sorts de Shido lui revenaient, le frappant directement et l'envoyant voler vers le haut. Et après un grand impact sur le mur, Shido était déjà au sol. Il avait des convulsions après cette chute et a seulement dit qu'il était impossible de perdre contre un garçon comme celui-là. Comment quelqu'un autrefois appelé le plus incompétent de l'académie pouvait-il maintenant avoir une telle aura? Comment pouvait-il avoir un regard aussi terrifiant? Le directeur a commencé à s'appuyer sur les ordinateurs. Il avait besoin de rester calme et d'invoquer un portail, mais sa main a été percée par la magie noire et il a crié. Maintenant, il ne pouvait plus bouger cette main. Le protagoniste a vu ses bagues et a demandé si elles étaient responsables de la matérialisation d'une porte. Et le directeur implorait le pardon, alors que ses yeux étaient déjà baissés, mais il a reçu un énorme coup de poing en plein visage qui l'a fait voler encore plus haut et tomber au sol. Le directeur était pratiquement inconscient et impuissant jusqu'à ce que le protagoniste le soulève par le col en disant qu'il n'y avait pas de pardon pour les personnes de ce niveau et a demandé avec qui il travaillait pour planifier tout cela. Mais le directeur a ressenti une douleur atroce dans sa poitrine. Puis soudain, il est tombé en appelant le maître. Le directeur a été éliminé avant même que le protagoniste puisse obtenir des réponses. C'était frustrant, mais d'une certaine manière, il savait qu'il ne serait pas si facile d'obtenir plus de réponses. De l'autre côté, le maître était triste d'avoir perdu quelqu'un d'aussi loyal et en se levant a dit que le garçon avait gagné. Il a gagné, mais seulement cette fois parce que ce n'était pas encore la fin pour eux. Puis en allant à l'académie le lendemain, Izumi a trouvé si étrange que le directeur Shido soit revenu à la normale, mais sans ses souvenirs. Et le protagoniste a dit que l'autorité qui était au-dessus du directeur appartenait à une personne très puissante. Izumi a dit que les portails apparaissaient toujours sur les autres côtés, et le protagoniste a répondu que le directeur n'était pas leur principal créateur. Il était en colère car malgré tout,
il avait encore besoin de trouver la personne principale responsable de la création de ces portails dans ce monde et à continuer à fixer le drapeau de requin. Puis cette nuit-là, le pro dormait. Dans ses rêves, Belphar apparaissait. Cette phrase qu'il a dite, que ce n'était pas encore la fin. Ses souvenirs ne cessaient de hanter les souvenirs de la perte de cette fille de l'orphelinat, d'avoir été trahi par Shark ce jour-là, et surtout, d'être piégé dans cet enfer profond. C'est alors que le protagoniste s'est réveillé en sursaut. Il semblait que c'était encore ce rêve. Puis il regarda dehors et le jour commençait. Après tous ces événements, Shido était toujours arrêté, mais le drapeau de Shark restait haut sur le masque. Maintenant, il était sûr que Guy était la cause de tout cela. Et en s'habillant, il a simplement déclaré qu'il l'attraperait coûte que coûte. Puis, en allant à l'académie, les étudiants ont vu un type passer parce que ses vêtements étaient extrêmement voyants, et ils ont dit au protagoniste qu'il était un nouveau directeur dans les environs, et Izumi a dit qu'il voulait rencontrer notre garçon. Après tout, c'est le protagoniste qui a dénoncé l'ancien directeur. Izumi le connaissait déjà. Il était un grand ami de sa famille et l'avait très bien traité depuis son enfance. Il s'appelait Jenny Coleman. Il avait été autrefois instructeur dans l'une des plus prestigieuses académies de magie. Il était extrêmement doué en plus d'avoir des records de fermeture de portail. Et Luna a juste chuchoté que c'était parce qu'il ne connaissait toujours pas notre protagoniste, et il se dirigeait vers le bureau du directeur. À l'intérieur, ils ont ouvert la porte pour se présenter, et Jenny s'est immédiatement tournée vers notre garçon et a affiché un grand sourire avec ses bras en disant qu'il l'avait enfin trouvé. Et le protagoniste ne s'attendait pas à ce genre de réaction de la part du directeur de l'académie. Jenny avait un immense sourire. En plus d'être joyeux et flamboyant, il n'était en rien comme ce à quoi le protagoniste s'attendait. Même Luna a commencé à le taquiner. Le protagoniste a dit qu'il connaissait déjà une chose ou une autre à son sujet parce qu'il m'avait donné quelques spoilers. Le directeur a également ajouté qu'il venait directement du groupe appelé Sabre. C'était un institut où les plus grands mages du monde se réunissaient pour lutter contre les portails. Lorsqu'ils étaient diplômés de l'institut, ils pouvaient choisir Sabre pour essayer de rejoindre. Mais en d'autres termes, il s'est pointé du doigt en disant qu'il était l'un des plus grands mages et a commencé à rire tout seul, en disant qu'il pouvait les recommander pour rejoindre Sabre à l'avenir. Ouais. Il semble que ce type aime se vanter et parler de lui. Et vous savez quoi d'autre il aime? Que vous appuyez sur le bouton j'aime et que vous laissiez également un commentaire sur ce que vous pensez de l'histoire jusqu'à présent. N'est-ce pas? Même Jenny sourit joyeusement là parce que vous faites ça. Allons-y. Mais au final, le directeur s'est retourné avec un mot très sérieux en disant que le monde changeait avec l'apparition de portails en grand nombre. Et le protagoniste le savait déjà bien, et qu'il était parti dans le monde pour chercher des personnes à faire partie de Sabre, des personnes qui avaient des rôles importants et qui étaient très puissantes en termes de magie. Mais l'une des choses qui dérangeait le plus les personnes puissantes dans le monde était l'apparition d'une porte noire. Et il semblait que même l'association Sabre ne pouvait ignorer une chose pareille. Et c'est exactement pour cette raison que le directeur a été envoyé dans cet institut. Après tout, les portails noirs dépassent désormais de loin la difficulté et le danger d'un portail rouge. Parce que si les monstres qui vivent à l'intérieur sortent dans le monde, ce sera une grande catastrophe. Donc, tous ceux de Sabre sont en alerte au cas où quelque chose comme ça se reproduirait et ils peuvent agir, et c'est pourquoi il a appelé les deux. Il a besoin de leur aide pour affronter ces portails noirs. Kuro a suffisamment de capacité pour conquérir ce portail, et il le sait parce qu'il a reçu des rapports qui ont vu les deux sortir du portail. Selon les enquêtes, ils ont supposé que Kuro avait suffisamment de compétences pour rejoindre Saber. Puis il regarda le protagoniste en tendant la main en demandant s'il pouvait prêter sa puissance pour aider ce monde. À ce moment-là, le protagoniste l'a également salué en affirmant que, oui, il l'aiderait à affronter ces portails. Izumi a quand même essayé d'expliquer que ce n'était pas elle qui avait conquis ce portail. C'est Kuro qui a tout fait seul. Mais à ce moment-là, une alerte a été émise par l'académie parce qu'un portail de niveau rouge était apparu, et le directeur était excité parce que ce serait un bon moment pour voir les capacités de Kuro en action. Et Izumi était inquiète parce qu'il prenait cette affaire trop à la légère, et le protagoniste a dit qu'il laisserait tout ce qui sortirait de la porte au directeur. De cette façon, les deux protagonistes se sont dirigés directement vers ce grand portail. Izumi était toujours inquiète et se remettait de la dernière bataille. Et de derrière, celui qui est apparu en se plaignant que les deux y allaient ensemble était notre Naro, qui a dit qu'il les accompagnerait également. Après tout, il n'avait plus beaucoup de monde pour affronter ce grand portail. Le protagoniste a juste esquissé un sourire parce que ce garçon semblait vraiment vouloir s'améliorer. De cette façon, ils sont entrés dans le portail. Leur mission maintenant était de conquérir ce portail rouge. Au moment où ils sont entrés, ce portail a complètement changé à l'intérieur. Et Luna a demandé si c'était la première fois que le protagoniste entrait dans un portail avec plus de gens comme ça. Il s'est souvenu des mots du directeur sur l'utilisation de son pouvoir pour conquérir ces portails, car c'était la même phrase qu'il utilisait lorsqu'il était un grand mage dans son ancien monde. Les gens autour de lui avaient une grande confiance en ses capacités et en son leadership également. Je ne pouvais pas me battre seul et j'avais besoin de créer des liens avec des personnes fortes dans ce monde aussi. Travailler avec Izumi et avec Naro serait très bon pour sa croissance.
De cette façon, le petit trio a commencé à courir vers les profondeurs de cet endroit. Il semblait que c'était une grotte très profonde avec plusieurs monstres nocturnes, et le pro passait en revue le plan avec eux parce que devant il y avait déjà des centaines de monstres qui attendaient. Et le plan était très simple, les détruire tous. Et Izmé a déclaré qu'elle s'occuperait d'abord des monstres de type loup et a déjà lancé ses cristaux de glace vers eux. Elle a réussi à percer chacun des monstres dans sa direction, mais a manqué l'un des loups qui allait droit sur elle avec la gueule ouverte. Mais à ce moment-là, la magie noire a débordé dans l'environnement et a complètement brisé ce monstre. Et ce n'était qu'un petit coup de doigt du protagoniste, mais il a écarquillé les yeux parce qu'un gigantesque golem de pierre était autour de lui avec ses mains prêtes à l'écraser. Puis il a crié à Norus de viser les yeux de ce golem. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a préparé un arc avec 3 flèches et a tiré d'une manière si douce mais puissante qu'elles ont volé vers le monstre, frappant directement cet œil violet qu'il avait. Cela a causé une douleur vive au grand monstre qui a crié et reculé. Autour du protagoniste, il y avait aussi plusieurs monstres de type chauve-souris. Et il leur a juste demandé de ne pas s'inquiéter parce que dans ses mains, il invoquait la furieuse explosion d'ombre. Et au moment où il l'a activée, il a dispersé tous les monstres qui ont été anéantis autour de lui. Le pouvoir des ombres pouvait infliger des dommages importants à chacun de ces petits monstres et ils sont simplement tombés au sol. Ouais. Ce monstre était plutôt pathétique. Et Luna disait que le maître se débrouillait très bien. Izumi s'est excusé d'avoir raté son attaque et Norus s'est aussi excusé d'avoir été trop lent, et le héros les a complimentés. Après tout, ils n'avaient pas besoin de s'excuser. Ils étaient ensemble dans cette mission. Et Narus a demandé quel genre de magie il avait utilisé. Il avait réussi à éliminer autant de monstres d'un seul coup, c'était très puissant, mais il n'avait jamais vu ce genre de magie avant. Ça ne ressemblait pas à un type de pouvoir qu'on trouve partout. Right? Izmé a aussi dit qu'elle avait vu cette magie plusieurs fois et qu'elle était curieuse de savoir ce que c'était. Le héros a révélé que c'était de la magie noire, un type d'attribut ténèbres, et ils ont été stupéfaits. Il n'allait pas entrer dans les détails maintenant, mais cette magie était assez puissante pour annuler les effets de toutes les autres. Et Nerus s'est demandé pourquoi il avait caché cette capacité pendant leur combat et a dit que c'était injuste. Et Azumi trouvait ce pouvoir incroyable. Combien a-t-il dû s'entraîner pour réussir à faire ça, alors qu'elle s'est sacrifiée pour atteindre son niveau actuel? C'était peut-être de l'arrogance de sa part, mais un jour, elle voulait connaître toute son histoire. Puis, quelques minutes plus tard, ils ont atteint les profondeurs de cet endroit avec un dragon de glace géant, et il semble que le créateur de cet endroit n'ait pas beaucoup de créativité. Right? Parce que ces dragons ici, dragons là, dragons partout. Le héros connaissait le dragon de cristal. Dans son monde, c'était un adversaire redoutable, alors il a demandé du soutien aux deux derrière lui. Il devait viser les jambes de ce monstre, et ses deux assistants ont parfaitement compris la scène. Le héros s'est préparé à sauter et a commencé à charger vers ce dragon, et le dragon de cristal a rapidement pris notre héros pour cible. Et pendant ce temps, derrière, les deux préparaient un sort de glace au point qu'il a commencé à se répandre sur le sol de la grotte et à piéger le dragon de cristal au sol. À ce moment précis, le héros tirait de son monde sombre un pouvoir exubérant et grandiose au point qu'il a dû sauter au sol, invoquant la faux de la calamité vers son adversaire. Et avec une attaque aussi tranchante, il a complètement coupé l'un des bras et des ailes de ce dragon. Et cette attaque a été plus que suffisante pour vaincre complètement le dragon. Et Nerus était complètement impressionné de voir autant de puissance utilisée à la fois. C'était donc la vraie force de l'attribut ténèbres. Quelques minutes plus tard, Jenny s'est tourné vers le portail parce que le petit trio avait réussi à conquérir un portail rouge. Il a juste dit que le héros avait dépassé ses attentes, et il semblait qu'à l'extérieur, le directeur avait également réussi à s'occuper de plusieurs monstres. Le directeur a également fait l'éloge du fait qu'une autre personne avait rejoint le petit groupe à l'intérieur, et le héros a seulement dit qu'il était essentiel pour qu'il termine la mission. Le directeur a même oublié pendant un moment que c'était des étudiants. Après tout, ils avaient réussi à terminer ce portail si rapidement. Et le héros a suggéré la création d'un clan afin qu'il puisse fermer les portails et a demandé à créer son clan afin qu'il ait le droit d'entrer dans les portails sans avoir besoin d'une intervention supérieure. Le directeur n'a pas bien compris ce que serait ce clan et le héros a mentionné, puisque le groupe de Saber manque de personnel, il va créer un nouveau groupe. Le directeur est devenu pensif pendant un bref instant parce qu'il n'y avait pas de précédent de création d'un groupe avec des étudiants de l'académie afin qu'ils puissent entrer dans les portails, mais malgré tout, c'était très intéressant. Puis il a dit au héros de faire ce qu'il voulait. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter des autres problèmes. Grâce à son autorité, il serait capable de faire en sorte que ça marche. Alors le héros a juste remercié le directeur et a dit à ses collègues qu'il commençait maintenant un nouveau petit groupe. Ainsi, passons à quelques heures plus tard dans une nouvelle pièce. Il se demandait ce que Kuro avait pris. Ce n'était rien de plus que la carte avec tous les portails qu'il avait fermés ces derniers temps. Et Nerus n'arrivait pas à croire qu'il avait réussi à tout fermer seul, mais se souvenait que dans les infos, il apparaissait que les portails se fermaient les uns après les autres sans aucune explication. Maintenant Izumi avait tout compris. C'était Kuro qui avait fait ça seul, et il devait admettre que c'était vraiment impressionnant. Mais maintenant qu'ils étaient dans le même groupe,
ils le feraient ensemble. Ainsi, le héros n'avait plus besoin d'agir seul. Pendant qu'il parlait avec ses nouveaux amis, Luna était à côté, admirant tout et regardant sa progression. Mais Noraz a commenté que leur problème n'était pas seulement les monstres quand les portails apparaissaient, et le héros savait que c'était l'essence magique. Cette même essence permettait aux gens de développer des pouvoirs magiques, mais pour d'autres personnes, c'était comme du poison, les faisant suffoquer jusqu'à ce qu'ils soient éliminés. Et comme plusieurs portails naissaient proches les uns des autres, cette essence magique augmentait. À ce moment-là, le héros devait empêcher cette grande catastrophe de se produire. Et ensuite, cette nuit-là, ils ont commencé la première patrouille de leur clan. Et Izumi a regardé autour d'elle parce que ces gens étaient des alliés du directeur, c'étaient des mages de Saber. Il semblait que Saber était dans cette zone parce que le nombre de portails y était beaucoup plus grand, et ils avaient vraiment l'air de mages d'élite. Le héros a alors froncé les sourcils en disant qu'un portail était apparu. Quelques secondes plus tard, les radios des deux membres se sont également déclenchées, et ils ont rapidement dit ce qu'ils avaient compris. Puis l'homme s'est tourné vers sa partenaire et a dit que le portail était apparu à moins de 5 km. Ainsi, le petit groupe a marqué où il devait aller, et les trois ont couru vers cette direction. Et en s'approchant du portail, il était englouti par les flammes. Beaucoup d'innocents fuyaient de là. Au milieu du chemin, une petite fille a fini par tomber et s'est retrouvée séparée de sa mère. Et juste derrière, dans un beau cliché, un loup était prêt à la dévorer et l'enfant voyait déjà sa faim avec cette énorme gueule de loup. Mais les mains du héros se sont refermées et des griffes d'ombre ont transpercé ce loup en l'éliminant instantanément. Ainsi, la mère est allée secourir sa petite fille, et tout en la serrant dans ses bras, elle a beaucoup remercié notre héros. Quand ils ont regardé en arrière, les membres de Saber étaient également arrivés, et cette petite fille qui avait été sauvée auparavant a regardé le dos du héros en le qualifiant d'incroyable. Elle admirait son nouveau héros. Plusieurs mages étaient là pour protéger les gens et éliminer les monstres qui s'échappaient, mais il y avait un problème parce qu'ils ne pouvaient pas entrer en contact avec l'équipe de nettoyage interne. Le héros s'est approché en demandant s'ils étaient membres de Saber, et ils ont immédiatement informé qu'ils étaient membres du clan qui avait la permission de la directrice Génie. L'homme les a rapidement reconnus. Après tout, c'était la rumeur que le directeur avait répandue, et il leur a rapidement fait savoir qu'il y avait un problème. C'était parce qu'ils avaient une équipe spécifique pour entrer dans les portes et les nettoyer, mais ils avaient disparu. En plus de cela, les communicateurs ne fonctionnaient pas dans cette zone, et l'équipe qu'ils dirigeaient servait précisément à nettoyer la zone extérieure et à secourir les civils. Ils ont donné la priorité à tous les sauvetages, et juste derrière, il était clair qu'ils faisaient vraiment ça. Le héros s'est juste tourné vers ses compagnons et ils ont tous acquiescé. Puis il a dit qu'il allait entrer dans le portail pour le fermer. Mais l'homme a rapidement crié qu'il était très dangereux pour des étudiants d'y aller seuls. Mais le rire du directeur a résonné en disant de ne pas s'inquiéter parce que c'étaient les étudiants à qui il confiait de plus, leur talent était tout simplement incroyable, et ensemble, ils pouvaient gérer n'importe quel type de portail qui apparaissait. À l'intérieur, ils entrèrent dans une sorte de forêt au miasme épais. Ils ne voyaient rien à quelques pas devant eux. Neuros rit en disant que ce serait leur premier défi en tant que clan. Le protagoniste sourit également, puis ils commencèrent ce portail. Les trois coururent vite au plus profond de cet endroit, mais les monstres autour étaient déjà tombés. Neuras demanda si ce n'était pas l'équipe de nettoyage qui était entrée avant eux, et le protagoniste répondit que puisqu'il prenait trop de temps et que les communicateurs ne fonctionnaient pas, il s'était probablement perdu devant. Azumi était assez calme maintenant qu'elle faisait entièrement confiance aux capacités de son chef, mais elle ne pouvait pas compter uniquement sur lui. Elle devait devenir plus forte aussi. Neuras pensait la même chose. Il devait devenir plus puissant pour égaler le chef. Alors, pour pouvoir accompagner Kuro dans les missions futures, les deux voulaient montrer encore plus de leur pouvoir. Et là, au plus profond, il y avait plusieurs membres de Sabre qui se battaient contre une sorte de slime géant. Plusieurs d'entre eux canalisaient la magie du feu, et c'était une attaque conjointe de 3 mages. Et ce slime géant a reçu toute cette attaque, mais cela semblait inefficace car le feu s'est éteint juste après, et plusieurs bras de ce slime ont commencé à grandir pour se guérir. Le chef de ce groupe était nerveux car ce monstre ne subissait pas de dégâts, et l'un des membres juste derrière a mentionné qu'ils devraient tous partir et l'abandonner là. Mais à cause de cette distraction, le slime a commencé à attaquer le groupe. Le chef a ordonné à tout le monde de lever des barrières défensives, mais ils ont été rapidement touchés avant que la barrière ne puisse se lever. Les trois ont été projetés en l'air et ont réussi à tomber au sol déjà inconscients. Le garçon devant a mentionné qu'ils essayaient de protéger et que c'était pourquoi ils étaient touchés. Ils devraient partir, mais alors qu'il se retournait, ses bras de slime s'approchaient de lui. Cependant, ce pouvoir violet a déchiré toute la zone ainsi que plusieurs pouvoirs élémentaires de feu et de vent coupant également de nombreux tentacules de ce monstre. Le chef du groupe s'est tourné vers notre protagoniste, et le petit trio est arrivé en demandant s'ils étaient membres de Saber 2. Batman a remarqué que les trois portaient des uniformes d'étudiants, et Izumi est allé évaluer ce monstre. C'était un slime géant, et elle a dit aux autres que le point faible était juste dans son cœur et a regardé sérieusement ce monstre en leur ordonnant d'attaquer. De cette façon, elle a chargé vers l'avant avec vitesse,
mais le protagoniste a remarqué un petit Slim grandir là et a crié à Izumi d'arrêter d'avancer. C'était parce que juste au-dessus d'elle, une attaque arrivait et ce petit Slim massif s'est collé à sa main. Norus s'est inquiété et a couru vers elle, mais il a également été pris dans un piège et son pied s'est collé au sol. Une autre attaque arrivait dans la direction d'Izumi jusqu'à ce que le protagoniste commence à réciter le sort et a causé l'explosion maléfique détruisant complètement l'un des bras de ce Slim géant, réussissant à sauver ses deux compagnons. Plusieurs explosions se produisaient sur chaque bras de ce Slim, le laissant complètement exposé. Et le chef de cette équipe ne pouvait pas croire à autant de pouvoir que ça. Puis il s'est juste jeté devant ses deux compagnons, et tout en invoquant sa faute de calamité, il a déclaré qu'il allait tout dévorer, et avec une frappe extrêmement violente, a percé le cœur de ce Slim, réussissant à vaincre le boss de ce portail. Et les membres de Sabre ne pouvaient pas croire autant de pouvoir venant de ce garçon, mais tout ce qu'ils pouvaient faire était de célébrer qu'ils étaient libres maintenant. Et il semble que les compagnons du protagoniste étaient assez incompétents. N'est-ce pas? Quelques instants plus tard, lorsque le portail s'est effondré, le chef remerciait le petit groupe car grâce à eux, ils ont réussi à revenir sains et saufs à l'extérieur. Le protagoniste a répondu que ce n'était rien après tout, ils essayaient aussi de sauver les gens là-bas, et le directeur a fini par rire fort en disant que c'était vraiment d'excellents mages. Et le chef du groupe a ri aussi en disant qu'il avait mal jugé juste parce qu'ils étaient étudiants. De cette façon, tout le monde a salué le petit groupe et aussi les futurs mages qui défendraient ce pays. Et le protagoniste est resté silencieux tandis qu'Izumi surveillait ses arrières. De l'autre côté, Luna était très heureuse car Léon avait réalisé un grand accomplissement, mais il a seulement répondu que le fait que les membres de Sabre étaient sains et saufs était plus important. C'était parce que notre protagoniste a reçu une invitation à rejoindre Sabre dès qu'il aurait obtenu son diplôme. Mais à ce moment-là, quelqu'un a commencé à frapper à la porte. Luna a rapidement disparu tandis que le protagoniste est allé directement à la porte pour y répondre. Et qui est apparu là au milieu de la nuit était Izumi. Elle s'est excusée d'être venue si tard dans la nuit et a même commencé à bégayer en parlant et à demander juste un petit moment du temps du protagoniste. Et ce qu'elle voulait savoir était d'en apprendre davantage sur la magie. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas se comparer au protagoniste si elle restait à son niveau actuel. Et il semblait qu'elle était vraiment très sérieuse. Peut-être qu'elle s'est sentie incompétente après n'avoir rien fait ce jour-là. Il était clair qu'elle était complètement mal à l'aise de l'accompagner. Après tout, il était très puissant. De cette façon, il a juste dit que, oui, il aiderait. Et la fille a fait un grand sourire en le remerciant profondément pour cela. En fait, d'une certaine manière, elle s'attendait déjà à ce qu'il l'aide. Puis ils ont commencé immédiatement à monter sur le toit de l'académie. Mais étant curieux, Nérus s'est également présenté. Il voulait regarder ça et rejoindre les batailles. Il semblait que Nérus avait également cherché le protagoniste plus tôt pour apprendre la magie de lui, et ce serait très bien pour le protagoniste d'enseigner aux deux à la fois. Mais de toute façon, les deux se sont tournés vers leur nouveau professeur en demandant des conseils, et le protagoniste a juste mis un visage sérieux en disant qu'il allait leur enseigner très bien. Puis il a passé la première partie de la nuit à expliquer plusieurs choses sur la magie, qu'ils avaient d'abord besoin de perfectionner les bases autant que possible avant de passer à autre chose. Mais de toute façon, il fallait d'abord corriger les mauvaises habitudes qu'ils avaient, et tous les deux étaient assez effrayés. Et Izumi, par exemple, au milieu de la bataille, avait l'habitude de courir devant tout le monde pour attaquer en premier, et elle le faisait vraiment toujours, seulement elle ne l'a pas remarqué. La fille avait une grande hyper-concentration et créait des angles morts où elle ne pouvait pas se protéger. Et pour Naruse, il ne prévoyait rien de ce qui allait se passer. Il a seulement réagi. Et le grand gars n'a pas très bien compris ça. Après tout, prédire quelque chose était vraiment difficile, et le protagoniste a répondu que la partie la plus importante du combat était la préparation. D'abord, par exemple, quand Izumi était en danger, il a rapidement couru pour la sauver et s'est également fait prendre au piège. Nérus a fait ça parce qu'il était frustré ce jour-là, surtout dans la bataille qu'ils avaient eue. Il pouvait facilement se laisser distraire par les étudiants autour de lui. En d'autres termes, maintenant qu'il connaissait leurs défauts, il devait les corriger petit à petit. De cette façon, le protagoniste a claqué des doigts et a invoqué un loup d'ombre. Il a également juste dit que c'était une reconstitution de ce qu'il avait vu dans le portail, donc ce n'était pas dangereux, mais il devait aussi s'en échapper tout en se battant. De cette façon, il a ordonné au loup d'ombre d'attaquer ces deux-là. Ils entraînaient leurs capacités et aussi les mauvaises habitudes qu'ils avaient. Nérus à un moment donné a demandé s'ils n'auraient pas une pause. C'était parce que le matin approchait déjà, ce qui signifie qu'ils avaient passé toute la nuit là-bas. Mais même ainsi, il regardait toujours Izumi se battre et elle ne s'est pas arrêtée. Et Nérus a dit que peut-être qu'elle faisait ça à cause de son poste de présidente du conseil étudiant et a expliqué qu'elle venait d'une famille très prestigieuse qui a produit des mages extrêmement puissants. En d'autres termes, éventuellement, elle devra aller au front et se battre contre le mal. Alors, probablement à partir de maintenant, elle essaie d'assumer toutes les responsabilités autour d'elle. Et maintenant, cette phrase qu'elle a dite prenait tout son sens. Je voulais protéger l'avenir. C'était donc la raison pour laquelle elle se battait autant. Et à cause de sa personnalité, elle n'écoutait pas les autres.
Alors elle ferait n'importe quoi pour devenir plus forte. Heureusement, Kuro est arrivé au bon moment. Il s'est donc également excusé pour ce qui s'était passé ce jour-là lors des duels. Il en a juste trop fait, et le protagoniste a senti que ce type voulait vraiment être très honnête. De cette façon, ils ont continué leur entraînement par la suite, et au loin, le directeur regardait ce petit trio. Ensuite, de cette façon, le mois passa, et nous entrons dans un portail. Le trio courait vers un monstre gigantesque. Le protagoniste a ordonné ce qu'il devait faire de cette façon, et il a sauté vers ce monstre tout en projetant sa faux de calamité et a réussi à couper deux des bras de ce monstre à la fois. En bas, les deux compagnons couraient vers le flanc de ce géant, et le monstre avait une capacité de régénération super ridicule au point que son bras a réussi à repousser. Quelques secondes plus tard, il a rapidement lancé un coup de poing là où était le duo dynamique, mais ils ont sauté et ont immédiatement activé leur magie. Narus a utilisé le tir électrique, et Izumi a utilisé les cristaux de glace une fois de plus. Et ses attaques étaient beaucoup plus puissantes et plus rapides qu'avant, réussissant à frapper le monstre des deux côtés, et il n'a eu aucune réaction, tombant au sol déjà vaincu. Il semble que leur entraînement ait eu un grand effet, à tel point qu'ils ont même fait un check de points d'équipe super cliché. Et de l'autre côté, celui qui regardait tout ça était ce type blond. Pourtant, il prie pour que ces trois-là semblent être de bons mages. Mais de toute façon, son expérience sera bientôt terminée alors qu'il regardait un champ complètement rouge, et il était plus qu'impatient de rencontrer cet étudiant qui a soudainement changé appelé Kuro.